Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici au Forum des images pour l'une de nos séances pop-up, comme on les appelle. Donc les séances pop-up, c'est les séances qu'on fait généralement les jeudis, mais parfois d'autres jours de la semaine, assez rarement. Et c'est des séances qui sont dédiées à d'autres formes d'art que le cinéma. Donc là, c'est jeux vidéo aujourd'hui, mais sinon, il y en a sur la bande dessinée. Et la semaine prochaine, par exemple, il y aura une séance sur la réalité virtuelle autour de l'autrice-réalisatrice Joséphine de Robe. Et je vous conseille d'être là parce que je pense que ça va être très beau et très chouette. Alors du coup, ce soir, ce qu'on s'est dit comme proposition, c'est qu'on allait vous proposer donc 3 jeux qui vont être accompagnés par 3 créatrices du coup de jeux vidéo qu'on va quand même introduire dès maintenant pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre pour le programme de ce soir. Et du coup, je vais inviter une par une sur scène tout simplement. Donc je vais inviter en premier lieu Lénofi, du coup game designeuse sur Pâquerette Down the Bunburrows, donc qui est aussi développeuse, streameuse, podcasteuse, etc. Que voici. Donc ce sera le premier jeu que vous allez voir donc ce soir. Vous verrez aussi donc le jeu de Marie Marquet, donc qui était directrice créative sur Tinykin du studio Splash Team. Et pour finir, on aura aussi donc un moment sur Caravan Sandwich avec à nos côtés Amy Lefebvre, donc qui était aussi directrice créative sur le jeu. Voilà, et donc pour accompagner tout ce beau monde, on va avoir en fait en modération de la séance Marion Bardjaki, du coup donc journaliste aux jeux vidéo qui écrit chez Canard PC, Origami, JV Le Mag, et qui a également une newsletter en fait mensuelle, donc Manette et Chouquette. N'hésitez pas à vous abonner, c'est top, sur toute l'actu du jeu vidéo français. Donc voilà. Tout le monde est réuni maintenant, alors peut-être qu'on peut parler un petit peu du principe de cette séance, comment elle va se passer, Juliette. Oui, donc le principe de cette séance, Simon rigole parce que le principe est un petit peu particulier, parce que vous allez en fait pouvoir venir et jouer au jeu, et en même temps, il y aura donc Marion et la créatrice du jeu auquel vous serez en train de jouer qui discuteront, qui pourront réagir à votre jeu, qui pourront aussi parler un peu de leur parcours. Donc c'est entre le stream interactif, la table ronde, la masterclass. Enfin voilà, on est sûr que ça va très bien se passer, surtout si vous acceptez de venir jouer. Donc c'est important, mettez-vous ça bien psychologiquement en tête. Et voilà, je pense que on peut démarrer la séance. Qu'à lancer. Alors, on va vous permettre d'aller vous rasseoir pour certaines d'entre vous, mais pas pour toi, Lénofi. Car c'est toi qui commences avec Pâquerette, donc vous allez pouvoir, pour Marie et Amy, retourner pour l'instant, attendre votre tour, tout simplement. Et Marion et Lénofi, je vous laisse vous installer. Et bonjour. Qui sera la première victime ? Alors maintenant, effectivement, il va falloir choisir une première victime. Qui a envie de venir se prendre la tête un petit peu ? Oh ! Il y a une main qui s'est levée très vite là. Hein. Bonjour. Oui, vas-y. Merci. Donc Lénofi, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le principe du jeu avant que... Comment c'est ton prénom ? Adam. Adam, avant qu'Adam s'y attaque. Du coup, c'est un jeu de puzzle où on va jouer Pâquerette qui doit capturer... Du coup, on fait une nouvelle partie, la sauvegarde N. Du coup, c'est un jeu de puzzle où il faut capturer des petits lapins en exploitant leur IA. Et du coup, ça va vraiment être comprendre les différentes règles intrinsèques au comportement du lapin, les exploiter. Et au fur et à mesure, il y aura différentes mécaniques en plus qui vont se rajouter pour un peu corser tout ça. Alors, c'est un jeu que tu as pensé il y a un petit moment maintenant, lors d'une game jam. Ouais, c'était lors d'une Ludum Dare. Le thème, c'était Going Deeper, donc aller plus profondément. Et on a fait un jeu qui, du coup, thématiquement, on allait plus profondément parce que les petits terriers, et aussi parce que c'est un jeu qui regorge de plein de strates et de couches de mécanique un peu cachées et imbriquées. Et ouais, ça avait bien marché à l'époque. Du coup, c'était en 2021, c'était en mars ou mai, je sais plus. Et on avait fini dans le top 20 ou 30, je sais plus. Le truc qui m'a motivé, c'est qu'on était sur notre prod en même temps. Et vous étiez 3 déjà ? Ouais, on était déjà 3 sur notre prod en même temps. Du coup, donc on est une équipe de 3 bonnes stacks avec Herbie Puppy et Pâquerette. Le truc qui m'avait marqué à l'époque, c'est que du coup on avait sorti ça et j'ai le dev de Baba Is You qui a pop dans les réponses du jeu pour dire
Et mais en fait, il est excellent ce jeu. Et en plus, c'est rare d'avoir un jeu de puzzle basé sur pathfinding. Et j'étais en mode, peut-être qu'on tient un truc si lui, il vient nous dire ça, quoi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Baba Is You, un des meilleurs jeux. Bah oui, c'est une des très grosses références du jeu de puzzle actuellement, sur PC, console, etc., quoi. Adam, tu as déjà joué au jeu ou pas Du tout, mais j'ai déjà joué à des jeux comme ça et c'est une première fois. Ah ouais avec cette mécanique. Bah pour l'instant, tu te débrouilles bien, je crois. Tu t'attrapes très vite les lapins. Moi, j'ai beaucoup plus peut-être le de skill, avec ça. Attends, on va avoir un Any % là. Ça va aller très très Alors vite. du coup, elle t'a dit qu'il est bloqué dans cette situation-là. Du coup, il faut que tu resets avec X ou Y. Ok. Parce que là, ici, il est coincé. Ok, tu m'as dit X ou Y. Ouais, X, parce qu'il y en a un qui reset le niveau et l'autre, il peut défaire des mouvements. Donc c'est un jeu qui est basé en gros sur la manière dont les lapins se déplacent dans les niveaux. Des mécaniques ultra simples. Merde. Comment est-ce que tu as eu l'idée justement de cette chasse aux lapins Alors du coup, le concept n'est pas de moi, il est de Paquette et Valentin, qui sont tous les deux fans de Pokémon. Je déteste Pokémon. On qui peut sont pas fans être parfait. Bah oui. Ah non, pas de débat Pokémon maintenant. Non. Mais du coup, fan de Pokémon, et en fait, on voulait faire un jeu avec un lapin. Et on a vu le thème Going Deeper, on s'est dit lapin, terrier, et on réfléchissait à ce qu'on voulait faire. Et c'est pareil, il y a des gens qui m'ont dit tu connais le jeu du canard artichaut dans Pokémon, je crois que c'est Or. Et en gros, c'est un mini-jeu dans une forêt, il faut capturer un canard artichaut. Et la mécanique, c'est juste qu'il regarde dans une direction, il faut l'arriver derrière lui pour le surprendre. Et ils m'ont parlé de ça, j'étais en mode vas-y, ils m'en dites pas plus, je fais moi cook des mécaniques par rapport à ce qu'on m'avait raconté, comment ça se joue. Et du coup, c'est là j'ai un peu pensé aux règles de base de le lapin reste toujours à 3 cases de toi. Quand tu t'approches, du coup, il avance encore plus loin. Il va privilégier la gauche par rapport à la droite quand il est bloqué contre un mur. Et rien qu'avec ça, on avait du coup les briques de base de faire des niveaux comme celui-là où il faut réussir à amener le lapin à un recoin pour le capturer. Là, du coup, c'est le petit L qui est en haut à droite du niveau. Et assez naturellement, est venue l'idée de rajouter aussi, par exemple, des cages qui vont être du coup des murs entre guillemets qu'on va poser nous-mêmes pour coincer le lapin dans les niveaux. Ça fait un peu plus loin dans le jeu complet. Et du coup, à l'époque, on avait fait, en 3 jours, on avait fait 13 niveaux avec 3 biomes différents et du coup la mécanique des cages directement, quoi. Et au final, le jeu contient combien de biomes, combien de niveaux, combien de lapins? Alors, du coup, il contient 7-8 biomes, sachant que du coup, le jeu il dure entre 10 et 60 heures selon si t'es aficionado ou pas de jeux de puzzle. Plus vers les. En gros, souvent, c'est les gens qui font un 100%, ils font un 30-40 heures. Waouh. Ok. Parce que du coup, oui, c'est vraiment ce truc. Donc là, on arrive sur un premier niveau justement qui m'intéresse, et du coup, c'est un niveau qui tease le fait que tu peux pas tout faire dans le jeu directement. Et là, on a un lapin qui est évidemment inattrapable. Donc le jeu t'invite à passer à la suite. Et parce qu'en fait, le jeu, au-delà déjà de base, il y a ce plaisir des niveaux individuels. Ils sont difficiles et genre vraiment. Et souvent, les gens jettent l'éponge avant même de découvrir ce que je vais dire là, c'est que du coup, t'as des niveaux de plus en plus jack, plein de mécaniques, etc. Et en fait, le jeu a plein de mécaniques cachées. Ce que j'appelle du méta-jeu, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas réaliser que le système de jeu avec lequel tu as engagé depuis le début du jeu, c'est qu'une partie d'un plus grand tout que tu réalises pas quand tu commences le jeu. Et tu as vraiment ce truc de découvrir des mécaniques secrètes. Et quand tu les découvres, c'est pas juste, du coup, on va faire 10 niveaux avec ces mécaniques-là, c'est qu'en fait, quand tu la découvres, tu réalises qu'en fait, tu peux refaire tout le jeu avec ces mécaniques-là en tête. Et ça débloque plein de trucs, etc. Et c'est vraiment. L'épiphanie que tu as habituellement sur des niveaux individuels dans des jeux de puzzle, tu l'as aussi structurellement sur le jeu complet en mode putain, je découvre ça, du coup, il faut que je refasse tout à l'aune de ce nouveau savoir, quoi. C'est ce qui arrive aussi dans des jeux comme Tunic, si vous l'avez fait, où une fois qu'on a débloqué plein de mécaniques, on se rend compte qu'elles existaient déjà dès le départ et que ça aurait vraiment facilité de la vie de le savoir. Exemple de base sur Tunic, t'as ce truc de genre pour le level up, c'est juste faut appuyer sur un bouton près d'une stèle précise et le jeu te le dit pas jusqu'au moment où tu trouves la page qui te l'apprend. Et là c'est vraiment ça, mais pareil, genre si vous connaissez du coup la Golden Cross dans Tunic, etc. C'est vraiment ce genre de puzzle là, quoi. C'est le premier jeu que tu as développé? Du coup c'est le premier jeu que j'ai ship avant que j'ai sorti. Avant ça, je bossais sur Oribonis, qui est un autre jeu avec les mêmes personnages, qui est un jeu d'élevage. Il est un peu enlisé, mais là, il existe toujours. Il est toujours prévu à sortir un jour. La démo est toujours en ligne. Il y a aussi une version sur Itch, qui est une version un peu avec le scope, donc la portée du jeu un peu réduite en termes de features, mais il était sorti sur Itch.io à l'époque. Du coup, il y a celui-là. Et sinon, avant ça, j'ai fait un petit peu de dev aussi sur un autre jeu qui s'appelle Time Rift. Et après, des petits jeux de jam, etc., quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du jeu vidéo, toi?
Alors à l'époque, c'était vraiment le truc de rêveuse, de bandeuse. En fait, j'ai grandi par ce truc de l'âge d'or du jeu vidéo indé. Et du coup, c'était l'époque Indie Game The Movie, etc. J'étais en manque de reconnaissance et j'étais en mode je pourrais être cette rockstar geek. En mode oui, je peux être Macmillan, je peux être Phil Fish. J'adore Phil Fish. Hot Take, j'adore Phil Fish. Mais du coup, c'était ce truc de c'est un truc que je voulais incarner. Et du coup, à la base, c'était vraiment j'avais pas forcément la vision artistique. J'étais juste en mode j'aimerais bien réussir à incarner ça. Oui, donc là on arrive sur les premiers niveaux un peu chiants, il y a des tunnels, hein. Du coup les lapins peuvent rentrer dedans, mais pas le joueur, hein, pas Crête. Et du coup, à la base c'était ça. Et c'était à l'époque où, pareil, je commençais à être un peu désillusionné en gros, j'ai fait des études d'ingénieur et globalement, ça m'a pas plu parce que je voyais qu'à la fin j'allais juste être manager ou consultante, etc. Et globalement, c'était pas ce que je voulais pour ma vie, quoi. Moi, je voulais créer des trucs et finalement, petit à petit, le jeu vidéo s'est réimposé à moi petit à petit en mode en fait, s'il y a un domaine où je m'y connais un petit peu et que j'ai envie d'investir, c'est clairement le jeu vidéo. Et donc, petit à petit, je me suis mis à faire des petits jeux, à rejoindre un incubateur, etc. pour en arriver à faire bonne Burroughs à la fin, quoi. Et tu te débrouilles bien, Adam. Hein. Franchement. J'ai vraiment du mal. C'est archi bien foutu. Le lapin, il a l'air mignon, mais pas comme ça en fait. On a fait toute la com sur un côté un peu réactance de le lapin va être plus malin que toi et les gens sont en mode comment ça le lapin va être plus malin que moi, c'est un lapin, c'est débile. Et non, en fait, et ce qui est frustrant et ce qui marche bien dans le jeu, c'est que tu sais que les règles sont simples, tu les connais, tu vois, tu peux les énumérer les règles du lapin, mais il y a toujours une règle que tu oublies quand tu réfléchis et tu es sûr de l'avoir bloqué. En fait non, et c'est vraiment ce plaisir là, quoi. Et toi, ton plaisir, ça a été de faire les niveaux les plus complexes possibles. C'est vrai que quand tu penses une mécanique, forcément, tu penses directement aux usages les plus abusés que tu fais. Et à chaque fois, c'est vraiment... je fais une mécanique, et directement, j'ai l'imaginaire de 15-20 niveaux horribles. Et du coup, je les fais parce que tant que je les ai en tête, il faut que je les mette sur papier, que je les garde. Mais du coup, je suis en mode... j'ai vraiment un truc qui s'appelait le Puzzle Bag, qui était vraiment un Google Doc où je mettais des liens vers les niveaux que je mettrais plus tard dans le jeu, vers la fin, dans les enfers, etc. Et c'est en mode, j'ai fait mes niveaux durs, je les garde de côté. Et du coup, c'est tout que j'ai rassemblé sous Crunch pendant les 2 derniers mois en mode c'est vrai que j'ai tous ces niveaux-là à mettre dans le jeu, c'est vrai. Donc ça a crunché quand même. Après, pour le coup, crunch, c'est un gros mot et à raison parce que souvent c'est les équipes de prod qui les subissent, etc. Dans notre cas, c'était vraiment, on était 3 indépendants de notre coin, on a juste un peu bossé un peu dur sur la fin. Ne faites pas ça sur des vrais pods avec des salariés, par pitié. Nous, ça va, effectivement, on a juste un peu plus charbonné sur la fin parce que le jeu allait sortir dans 2 mois, mais globalement c'était plus c'était un truc vraiment euphorique en fait on a retrouvé le mood de la Game Jam sur les dernières semaines, à vraiment tout rassembler rapidement, tout ce qu'on avait mis de côté, etc. Et c'était vraiment un truc plaisant, mais que oui, du coup c'est vraiment le processus on va créer plein de niveaux débiles vraiment difficiles et après c'est en mode c'est vrai qu'il faut faire les tutos quand même. Puis en vrai quand tu fais tutos c'est genre aussi, tu vois, tu te dis tiens, tu te demandes comment est-ce qu'on en arrive à ce que les joueurs puissent résoudre tes niveaux difficiles. Du coup, tu vas étape par étape, tiens, telle mécanique, telle interaction, telle double interaction, une interaction que tu as déjà vue, mais avec avec des étapes en plus avant intermédiaire. Et en fait, ça se fait, pour moi en tout cas, ça se fait assez facilement des niveaux pour le coup. Je sens que là, ça devient complexe. Ouais, alors là. Alors tu vois, il faut le capturer, je pense quand même. Est-ce que tu vois, il faut le capturer? Ouais, ici. Ouais, du coup, dans le petit L que vous voyez à gauche de l'intersection. Mais. Globalement, là, en fait, il joue avec moi, en fait. C'est pas moi, je joue avec lui. Je vous le dis. Ok. Je pense que c'est le premier niveau, moi, qui a commencé à me faire péter un petit peu un plomb. C'est ça qu'il fallait faire? Non. Là, en fait, elle réagit parce que du coup, t'as skip le niveau. Et du coup, le jeu réagit en mode est-ce que t'as fait exprès ou pas, tu vois? Parce que du coup, tu peux skip les niveaux, t'as le droit. Parce que en fait, c'est un peu comme en 64. T'as pas besoin de faire tous les niveaux pour accéder à la suite. Faut juste avoir un nombre de lapins. Je crois que c'est 8 pour accéder au monde 2 de base. Ou 7. Alors, Okay. en tant que maître du temps par ici, vu le temps qui nous a imparti sur ce jeu, peut-être que quelqu'un d'autre va pouvoir se confronter à ces lapins. Bien sûr. La personne avec des oreilles personne de chat. ici, oui. Merci en tout cas. Merci à toi d'être venu toujours le tester. courage. Merci beaucoup. Bonsoir, quel est votre prénom? Émilie. Émilie. Oh. Émilie, as-tu déjà joué à Pâquerette dans Non. The Bun? Non? Je suis là. Let's go. Hein. Allez, c'est parti. Mais est-ce que tu me connais déjà? Parce que oreille de chat, t'es pas venu pour rien, En toi. gros, est-ce que tu fais partie du fan club Non. qui a l'air d'être là en nombre? Oui, voilà. On est d'accord, oui. Et justement, donc tu disais que tu concevais les niveaux sur papier, du coup Ouais, alors du coup, à la base, c'est même pas sur papier. Pendant la Game Jam, j'avais fait un Google Sheet où, du coup, parce que globalement, comment marchent les niveaux dans Von Burroughs dans le code, c'est vraiment juste j'ai une lettre par tuile. Du coup, genre un mur c'est W, un sol c'est T, etc. Et du coup, t'as à la fin juste un bloc de texte illisible avec des lettres. Et spoiler, c'est pas très fun à changer à la main.
Alors quand tu as un niveau déjà fait, que tu veux changer une tuile, c'est facile. Quand tu dois créer le niveau, avoir des lettres, c'est chiant. Du coup, ce que j'avais fait, j'avais fait un Google Sheet où du coup, avec du formatage conditionnel, où je mettais un W, ça mettait une couleur à la place, comme ça je peux avoir une visualisation du niveau dans le Google Sheet. Et pour le gameplay, ça a bien marché, je fais 13 niveaux comme ça. Du coup, j'avais juste à exporter après le CSV, le mettre dans Unity, etc. Par contre, bon, sur une prod complète, c'est chiant de faire l'aller-retour, la navette avec Google Doc tout le temps. Et donc là, j'ai créé un éditeur de niveau à part. Let's go, bravo. Oh, bravo. J'ai l'impression d'assister à une performance sportive. Du coup, j'ai pas eu trop l'approche papier, j'ai très rapidement eu l'approche faire un éditeur de niveau. Par contre, sur les niveaux les plus avancés, qui sont du coup des niveaux qui communiquent entre eux à cause des mécaniques méta du jeu, là, j'ai dû les dessiner à la main parce que mon outil de développement était pas assez complet. Et ça allait me prendre autant de le faire plus complet que ça. Du coup, j'ai vraiment commencé à dessiner comme une frénétique tous mes niveaux sur du papier et jouer avec un classeur de tiens, tel niveau-là, les connecter comme ça et rapidement tourner les pages pour que ça se mette dans mon cerveau de comment c'était empilé, quoi. Ça t'a pris combien de temps de tout concevoir? Alors, du coup, le jeu a pris 2 ans de prod, mais c'était une prod à temps partiel où c'était globalement les soirs, les week-ends et les vacances. Et globalement, en gros, on avait des périodes où on bossait beaucoup pendant 2-3 semaines et des pauses où on faisait rien pendant 3 mois. Donc en vrai, si on devait mettre la prod bout à bout, comme si c'était une vraie prod à temps plein, on aurait fait le jeu peut-être en 8 mois. Mais après, le jeu, c'est pas aussi bien parce que avoir les 2 ans, ça permet aussi que ça se raffine, que tu vois quelles sont les mauvaises idées, avoir du recul sur la prod au fur et à mesure, pas avoir la tête dedans en boucle. Donc c'est vraiment un... Parce que du coup, nous, on travaille sur un... En fait, on n'a pas de boîte, on est en artiste-auteur tous les 3, et on avait un taf à côté, ce qui faisait que du coup, on pouvait travailler dessus quand on voulait, ce qui faisait qu'à la fin, on avait de liberté d'esprit, on avait peu de deadline. À part la toute fin, on avait une date immanquable, parce qu'en gros, ça allait tomber en même temps qu'un festival de jeux de puzzle, ça allait être parfait pour la com. En plus, c'était aussi je crois qu'on l'a sorti le jour le Bunny Day, je crois, en plus, c'est un truc comme ça. Le jour du lapin? Oui, je crois que c'était ça, un truc comme ça. Donc vraiment, on avait une date immanquable par rapport au jeu. Donc là, du coup, sur la fin, on a vraiment une deadline qui était un peu plus stressante. Mais sur le reste, c'était vraiment... on fait au fur et à mesure et ça va. Hein. C'est un truc qu'on fait dans le jeu, c'est que du coup, on t'apprend à connaître des patterns. Et après, on te les retire en mode, alors maintenant, tu te débrouilles comment? Et c'est toujours le petit plaisir du level design à chaque fois. Hein. Vous êtes des monstres, finalement. Bravo. Après, ça va, on fait étape par étape. Là, je sais que les niveaux sont durs, mais en pratique, c'est quand même genre un niveau de nouvelle mécanique. Alors, c'est vrai que souvent, c'est quand même un peu rude d'avoir un niveau de mécanique, parce que souvent, tu as envie de pouvoir réitérer dessus. Mais moi, j'aime bien faire ça, parce que du coup, c'est vrai que pour les joueurs de puzzle hardcore, même si c'est des niveaux faciles, ils apprennent des choses à chaque fois, ils se sentent récompensés. C'est juste mieux à retrouver. Je sais que je ferai différent si je fais un nouveau jeu de puzzle, ce qui est prévu. Mais actuellement, sur Bonne Burrow, c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est que du coup, chaque niveau, c'est vraiment une mécanique, une interaction que tu verras nulle part ailleurs, ou alors vraiment à l'étape supérieure, quoi. Ouais, tu l'as conçu pour tous les niveaux, finalement. Même si c'est compliqué. Si c'est très compliqué. Je trouve que c'est l'un des jeux qui te fait sentir le plus bête. Vraiment. Encore plus quand tu le fais en stream et que les filles viennent dans ton chat pour se moquer de toi. Ça, c'est une expérience que beaucoup ont vécue. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la conception de jeux de puzzle? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un peu une étiquette que... Ouais. C'est vraiment le plaisir de... comment dire? Moi, de base, je suis une fan de puzzle game parce que c'est vraiment ce truc, comme je disais là, c'est vraiment le plaisir de sentir plus malin que le jeu et vraiment voir à travers les niveaux un peu... On a fini le premier monde? L'ascenseur. Bravo. Je pensais pas qu'on en verrait autant. C'est cool, hein? C'est cool, hein? Du coup, on va pouvoir avoir le deuxième biome, c'est trop bien. Vous êtes super bon, vraiment. Oh, on est chez moi. Oui, du coup, on est revenu au shop. Alors, à gauche, tu vas pouvoir parler à mon self-insert, qui est Ophéline. Et du coup, qui est la petite meuf qui va garder les lapins à la surface, qui est un peu cette meuf un peu cynique, en mode elle peut pas trop aider les lapins, mais elle est un peu en mode je les aime bien quand même. Je les supporte. C'est ça. Et non, et du coup, plaisir du puzzle, parce qu'en fait, quand tu joues à des puzzles qui sont vraiment bien conçus, et c'est ce que j'espère avoir fait avec Bonne Burrows, c'est que tu sens l'intentionnalité dans le puzzle, c'est que tu sens ce que le puzzle a voulu t'apprendre, tu sens un peu genre où ça veut aller, ce que ça veut te dire. Et il y a un petit dialogue qui s'opère avec le level designer à ce moment-là et qui je trouve vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment un petit échange de tu penses résoudre le niveau d'une façon, tu essaies de le faire et là tu vois ah putain ils y ont pensé. Et là tu t'es en mode ah c'est vraiment un petit dialogue indirect via le système de jeu, c'est vraiment trop amusant à voir. Voilà, là du coup les petites blagues d'Ophine à Pâquerette. Parce que Pâquerette du coup c'est vraiment cette neuil en mode ah j'ai pas compris les lapins ils courent vite, pourquoi l'ascenseur est réparé? Ophine est là en mode mais c'est moi qui l'ai réparé l'ascenseur, c'est évident enfin. Et du coup on peut aller dans le deuxième monde qui est du coup le terrier aquatique. Oh,
Mais ça. On va avoir une nouvelle mécanique qui va être de pouvoir poser des pièges par terre. Et chacun des biomes possède une mécanique supplémentaire de ce type. C'est ça, c'est que du coup chaque biome introduit. Du coup il y a 5 biomes de base qui chacun introduit une nouvelle mécanique. Et évidemment vous vous doutez bien qu'il y a plein de biomes secrets un peu cachés partout qui eux vont s'amuser à avoir les différentes mécaniques ensemble. Voilà, petit spoiler, dans le troisième biome il va y avoir les pioches. Et il y a des niveaux, il y aura du coup des cages et des pioches, mais beaucoup plus bien dans le jeu parce que du coup, ça complexifie énormément tout ce qui est possible de faire dès qu'on a plus d'objets. Mais du coup c'est vraiment le plaisir on découvre plein de petites mécaniques qu'on rassemble ensemble à la fin et vraiment ce sentiment de complétude et que tout marche bien ensemble aussi. C'est pas des mécaniques séparées, individuelles, c'est vraiment des mécaniques qui sont pensées pour être en symbiose aussi ensemble, quoi. Je suis très impressionnée par le niveau. Parce que là, du coup, il faut réussir à poser les cages de manière assez intelligente pour créer en fait un cul-de-sac pour le lapin, quoi. Putain, Fou. Mais ça va vite. de fou, hein. Alors là, je vais le dire, là c'est le premier niveau où les gens bloquent vraiment. Ça, c'est le premier filtre, comme on dit dans les jeux de puzzle. C'est le premier truc qui va faire rage quit des gens. Une petite portion, pas une grande portion. Alors, c'est le que je viens de dire à chaque fois. C'est le niveau qui a fait rage quit Maudit. Et ça, c'est mon plaisir. Est-ce que tu sais le pourcentage de complétion, le nombre de joueurs qui sont allés jusqu'au bout? Alors, le 100%, j'ai environ 5% des joueurs. Et en vrai, les crédits, il me semble que c'est quelque chose comme en vrai, il me semble que c'est entre 10 et 30%. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. J'ai pas mis d'analytics dans le jeu, donc je peux pas savoir exactement chaque niveau combien de pourcentages ont été faits. J'ai pensé pour le prochain de mettre des analytics dedans. Par contre, via les achievements de Steam, on le voit que quand même beaucoup de gens avancent loin dans le jeu quand même en vrai. Bon, Émilie, tout se passe bien? J'ai peut-être un plan. Oh. Mais je me demande si le lapin il sait que je pose des pièges ou pas. Alors du coup, Excellente question. bonne question auquel je peux répondre pour le coup, un petit spoil. Le lapin, il est pas omniscient. Il voit que ce qui est face à lui, etc. Là, par contre, il est en face du piège, du coup, il le voit. Mais du coup, tu peux créer une impasse, l'amener dedans et il réalise qu'après qu'il est dans une impasse, tu vois. Genre, typiquement, les cages peuvent être cachées par les murs et il peut découvrir en avançant il y avait une cage derrière le mur, par exemple. Comme tu l'as fait au niveau d'avant, par exemple. Ça me stresse, pas vous? Moi, ça me stresse. Donc toi, du coup, tu as travaillé dans une équipe de 3 personnes. Ouais. On verra avec les autres qu'elles ont évolué dans des équipes beaucoup plus grosses. Est-ce que toi, c'est justement la taille de studio qui te semble optimale pour bien bosser Moi, c'est que au-delà d'être optimal, c'est que je veux faire un jeu qui nous fait kiffer. Comme je dis, on n'est pas une boîte, du coup, on n'a pas d'objectif de rentabilité, de deadline, etc. Et du coup, c'est vraiment juste, on est 3 potes, on aime faire des jeux ensemble, on veut pas se griller, on veut pas se détester, on veut pas s'exploiter mutuellement. Du coup, 3, c'est bien. On veut pas de salariés, on veut pas grossir, on veut vraiment faire des jeux de notre taille qui nous plaisent. Et que le plus qu'on fait, c'est prendre en prestat des gens sur des missions vraiment très limitées, de faire un trailer, faire l'anime d'intro. Shootout à Jeanne Prigent qui a fait l'anime d'intro, l'artiste de Pyrène, qui a du coup fait l'animation d'intro. Et on va rester là-dessus. Typiquement, le prochain jeu, on sait qu'on va sûrement demander une presta pour juste le pipeline de lumière. Mais vraiment, on veut vraiment rester à 3 et que ce soit notre jeu, quoi. Et que c'est vraiment le système où on est chacun, même en rémunération, en mode un tiers, juste on fait des jeux ensemble, on les sort, ils marchent, c'est cool, ils marchent pas, on a fait un bon jeu, quoi. Est-ce que tu veux aider ou on laisse galérer un peu? Alors, jusque-là, tu as dû faire des cul-de-sac en forme de L. Là, il faut faire un cul-de-sac en forme de T. Ça aide pas forcément beaucoup, mais effectivement, c'est un nouveau type de cul-de-sac qu'il faut créer qu'on n'a pas pu créer jusque-là. Alors, vu le temps qui nous reste, peut-être que ça pourrait permettre... Alors, on peut te laisser encore 1 minute pour tester le cul-de-sac en forme de T. Sinon, si quelqu'un veut s'y risquer encore, il restera encore le temps pour faire passer une personne sur le jeu. Si quelqu'un a la vision, là. Après, c'est vrai que là, le niveau a été très relevé quand même sur les premières prestations sur le jeu, donc c'est assez impressionnant, mais est-ce que quelqu'un veut s'y risquer encore derrière? Moi, je veux pas balancer, mais je vois des gens qui... Ils sont en mode GGG, ouais. ils se lèvent les Allez, doigts en mode non, moi je pense, mais ça Il faut ose s'y pas. risquer, là. Il faut s'y risquer. Je crois que ton jeu est intimidant. Un peu, hein. Ouais. Oh, il y a une main qui Parce s'est que moi, levée, ça y est. clairement pas. Par Oh, contre, ça y mon est. jeu peut-être. Hein. Alors, je crois qu'il y a un volontaire. Ah, Allez, courageux. c'est parti. Merci beaucoup, Émilie. Bravo. Hein. Beau skill. merci à toi, c'était cool. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui a platiné le jeu, il va juste flex. C'est parti des... Ah, mais du coup, tu as déjà joué par contre. Ouais, j'ai déjà joué. Ah, J'ai fait quelques. Je suis parti jusqu'au monde 3. let's go. Et en fait, à partir du monde 3, j'ai fait que avec des solutions. Ah. Donc, je vais pas vous mentir. Alors, du coup, Je juge pas. Après, je juge pas parce que nous-mêmes, genre, on n'a pas eu le temps de faire un système d'aide à temps dans le jeu. C'est toujours en cours de développement. Ça fait 2 ans que je l'ai sorti, mais j'ai
j'ai commencé à streamer entre temps, donc les updates n'ont pas beaucoup avancé. Mais c'est prévu que la prochaine update est un système d'aide. Comment ça va marcher? Ça va indiquer en gros, tu appuies sur une touche, ça va indiquer où se trouve le lapin à sa position finale quand on le capture. Du coup, ça t'indique l'étape finale, ça te dit pas le processus, mais au moins ça te guide un peu tu peux un peu rétro-engineer comment en arriver là, quoi. Du coup, ça, sur les niveaux early, ça aide énormément. Par contre, sur les niveaux difficiles, ça confirme juste des théories, mais ça t'aide pas plus que ça, quoi. C'est pas beau de se moquer. C'est très laid. Quel est ton prénom? T'as pas demandé. Germain. Germain, très bien. Bon courage, Germain. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais du coup, tu streams aussi. Ouais. Tu es animatrice d'un podcast qui s'appelle Game Doll Advance. Ouais. Voilà, donc je vous encourage à aller écouter ou à regarder en live sur Twitch, c'est très sympa. Tu disais aussi que du coup, tu travaillais à côté. Ouais. Tu fais pas du game dev à temps plein. Est-ce que c'est quelque chose justement que tu recommanderais à des gens qui veulent se lancer? Ouais, moi actuellement, c'est mon... Alors évidemment, hein, si de base, si vous voulez travailler dans l'industrie, si vous voulez travailler sur des jeux d'envergure, etc., forcément, syndiquez-vous, etc. Et mon conseil, c'est plus pour des gens qui veulent se lancer en indé. Sur de l'indé, moi, genre, mon move militant et aussi le move malin que je pense pour votre carrière, c'est non, ne faites pas de boîte. La plupart des premiers jeux ne marchent pas de toute façon. Vous allez juste vous griller, vous allez mal manager des gens, vous allez genre... C'est même des jeux qui marchent bien, c'est toujours horrible ce qui se passe dans des prods de jeux vidéo parce que y a les deadlines, il faut faire des dossiers, il faut trouver des subventions, il faut aller voir des banques, etc. Trop de pression. C'est ça. Et même si vous êtes les meilleurs gauchistes du monde, en pratique, structurellement, vous vous retrouvez à faire des choses horribles dans votre boîte parce que à la fin, vos intérêts vont forcément diverger avec ceux de vos salariés, etc. Quoi. De par le fait que vous-même, vous allez avoir la pression via les structures qui sont encore au-dessus de vous. Donc moi, mon take sur comment faire du jeu vidéo actuellement, encore plus vu la crise actuelle, c'est garder un taf à côté, un taf alimentaire, voire un taf dans un studio, même si vous avez un taf dans un studio de base, et trouver du temps libre pour vos vacances, etc., pour faire votre jeu de cœur. Et il n'aura pas de problème de deadline, il n'y aura pas de problème de thunes, parce que c'est juste vous et votre PC, quoi. Et nous, ce qu'on a fait sur Bonne Rose, où moi je travaillais en même temps sur un autre jeu pour lequel j'étais payé. Bonne Rose, c'était sur mon temps libre, plus arrêt maladie, parce que j'allais vraiment pas bien aussi en même temps, plus vacances. Et en 2 ans, on n'a plus que ça. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je stream, du coup, c'est un petit revenu complémentaire. J'ai le chômage de mon taf d'avant, et du coup, forcément aussi les ventes de Bonne Rose maintenant. Et sinon, je donne des cours de programmation. Et en vrai, avec tout ça, je m'y retrouve à peu près avec environ un SMIC tous les mois, pour l'instant, tant que les ventes de Bonne Rose continuent. Achetez-le. Il est sur Steam, GOG, Epic, et un jour sur certaines consoles. Mais ouais. T'as joué au jeu, mais... Ça fait bien longtemps. J'en profite, moi aussi j'y suis pas arrivé. Mais oui, c'est qu'à un moment, si vous voulez faire de l'art et si vous voulez vous y consacrer, spoilers, historiquement, c'est pas en le faisant, en étant aligné dans une boîte que vous allez y arriver, quoi. Et puis ça permet aussi d'être complètement libre sur le projet que tu développes. De fond. Tu nous filerais pas un indice quand même? Un petit indice. Il est où le Ça thé se résout vers le coin inférieur droit du niveau. Inférieur droit, ok. Est-ce que vous visualisez le thé, vous? Parce que... Oui, mais... Mais où est-il? Mais oui, c'est dans ce coin-là, c'est quelque part par là. Est-ce qu'il faut poser la cage a priori ou est-ce qu'il faut l'emmener... Les deux peuvent fonctionner. Ok, très bien. C'est les niveaux d'après ou faire l'un après l'autre. T'as vu comment c'est bien pensé, hein? Non mais c'est terrible, c'est terrible. C'est machiavélique. C'est absolument machiavélique. J'aimerais tellement qu'on arrive à le passer celui-là. Moi je l'ai rage quit. Moi je suis descendu, j'ai pas cherché à comprendre. Oui, c'est un des premiers que les gens rage quit. Soit en quittant le jeu, soit en passant au niveau suivant. C'est absolument terrible. Et encore, c'est quand même en le disant aux joueurs, les joueurs captent pas qu'ils ont le droit de... Genre les gens sont quand même frustrés, ils veulent finir le niveau. Et c'est un truc que je vais penser pour mes prochains jeux, c'est qu'en vrai, c'est quand même dur psychologiquement de quitter un niveau, même si le jeu t'encourage à le faire. Même s'il le fait avec humour, même s'il le fait en insistant. C'est dur en tant que joueur de lâcher, d'autant plus dans un jeu comme ça, où le niveau, c'est l'écran. Tu vois, genre Talos Principle, t'es en 3D avec plein de puzzles, etc. Quand t'es dans un puzzle, tu vois les puzzles d'à côté, du coup, tu peux te projeter en mode ah, le niveau là-bas, c'est une mécanique différente, ça va m'intéresser. Là où là, tu sens que tu laisses derrière toi quelque chose, quoi. Et c'est plein, c'est plein de petites décisions comme ça que je garde en tête pour la suite, quoi. Et quels autres apprentissages tu tires aussi de Bonne Rose? En vrai, comme une difficulté qui était un peu trop rude sur Bonne Rose, c'est un des plaisirs du jeu, c'est qui a fait que le jeu a marché et qui me fait que du coup, maintenant justement, comme j'ai un nom dans la scène puzzle, j'aurai le pass des artworks qui seront en mode oui, bon, le début est dur, mais ils savent que ça va être dur après parce qu'ils me connaissent maintenant. Et je pourrais plus parler au casu au début.
L'autre enseignement qu'on a eu, et qu'on a fait sans faire exprès, c'est vraiment le thème du jeu est vraiment super important. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un jeu qui a une DA vraiment marquée, vraiment colorée. Quand les gens voient le jeu, même si c'est pas voulu, ils pensent à Undertale, hein. Ils pensent à Omori, ils pensent à plein de jeux RPG Maker un peu quirky. Et en vrai, c'est bête parce que c'est pas du tout le même genre de jeu. Mais du coup, ils se disent que c'est les genres de jeux qui habituellement ont plus qu'ils ne l'annoncent. Et qu'en fait, quand ils voient un jeu de puzzle qui a une DA de jeux qui historiquement sont des jeux qui du coup cachent beaucoup de secrets, ils se disent ah celui-là du coup ça va être comme ça aussi. Et clairement moi mon enseignement de ce jeu-là c'était ce travail sur la DA, travail sur le méta-jeu qui est de base moi c'était un autisme que j'avais de base sur les jeux de puzzle d'avoir toutes ces mécaniques cachées, ce tout masqué. Et clairement ma piste pour la suite c'est juste de faire ça encore plus profondément, faire ce que j'ai fait avec Bonne de Rose encore plus loin. Et aussi encore mieux teaser le méta-jeu encore plus tôt dans le jeu, parce que là actuellement ce qui se passe c'est que le vrai méta-jeu avec la pioche arrive au monde 3 et les gens ont tendance à arrêter un tout petit peu avant quand c'est des casus. Et qu'en vrai, même s'ils finissent pas le jeu, j'ai quand même envie qu'ils aient l'épiphanie de c'est stylé, il y a ça dans le jeu, même s'ils sont en mode j'y toucherai plus, jamais ils sont en mode quand même il y a ça dans le jeu, c'est stylé, j'en parle à un pote. Parce que clairement c'est un jeu qui marche beaucoup bouche à oreille moi j'aime bien créer des jeux, et c'est des jeux que moi j'adore jouer, c'est quand quelqu'un vient me voir et qui me dit ce jeu là il est incroyable, je veux pas te spoil, hein, mais vraiment il est fou. Et là, c'est ce que crée un peu Bonne Rose quand il crée ses moments d'épiphanie, parce que du coup, t'as pas envie de les spoil, hein, mais c'est tellement épatant, c'est tellement prenant que t'as envie de le voir tes potes le vivre aussi. L'exemple typique, c'est Outer Wilds, tu vois. T'as pas envie de spoil les Swiss, t'as pas envie de spoil comment ça marche, mais c'est le truc qui fait que les gens harcèlent les streamers, harcèlent les youtubeurs, harcèlent leurs potes en mode Jouzy, tu vas voir, c'est stylé. Mais le truc, c'est que là, le problème, c'est que dans Bonne Rose, ça met quand même beaucoup de temps à arriver. Du coup, même si t'as été hypé par ça, il faut quand même attendre 2-3 heures de jeu de puzzle un peu dur pour commencer à avoir ça, quoi. Du coup, il faut s'accrocher comme sur ce niveau-là. Mais d'ailleurs, du coup, va falloir peut-être qu'on change de jeu, mais ça sonne le glas. Sens que tout le monde va très mal actuellement, il faut qu'on essaye. Là, si tu fais le tour, c'est bon. Tu lui fais faire le tour au lapin. Parce que là, le lapin, quand il arrive du haut, il la voit pas la cage qui est en bas parce qu'elle est cachée par un mur. Ah bah oui. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle d'une forme de T, parce que c'est moins logique qu'un L, mais du coup, t'as 2 impasses en même temps plutôt qu'une. Non, reviens. Let's go. Oui, formidable. Bravo Germain. Bah ouais. Voilà, maintenant tu peux aller te reposer. Un tout dernier mot, Lénophie. Lapin. Lapin, voilà, ce sera le mot de lapin. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci. Je prépare juste le jeu suivant. Alors, si je ne m'abuse, on va passer donc au jeu suivant. Et si ma mémoire est bonne, nous allons parler d'un jeu montpelliérain qui nous met dans la peau de Milo, un explorateur spatial à la recherche de sa planète d'origine. Avec Marie Marquet, on va jouer à Tinykin. Aegis, my beautiful planet, shining with life, the home planet of humanity, according to what they teach in school. Nowadays, I'm the one teaching. I'm Maladan, an archaeologist and researcher in the most prestigious university in the world. And this is Nevis, my assistant. I've studied relics, artifacts, and fossils, and my conclusion is clear. Humans do not originate from Aegis, but somewhere else. Our true home planet awaits us, far beyond the stars. During my research, I came across an ancient signal, clearly of human origin, emanating from a nearby galaxy. Since that discovery, I've been preparing to go and meet the originator of the signal. We've explored each planet from pole to pole, and now we found it. It's decided. Nevis and I will go to this mysterious planet to uncover the secret of humanity's origins. Enchanté Arthur. Est-ce que tu connais le jeu, Arthur ? C'est préco, mais j'attends d'avoir de l'argent pour l'acheter. Il est souvent à moins 80% sur Steam, si jamais. J'attends le bon moment. Donc Marie, tu as été directrice créative, si je dis pas de bêtises. Co-directrice créative. Oui, on était deux. Vous étiez deux. Sur le jeu, si je ne m'abuse, est sorti en 2023.
2022. 2022, c'est si vieux que ça. Ah ouais, c'est vieux de fou. On est vieux. Et donc vous l'avez développé à Montpellier, dans le studio qui s'appelle la Splash Team. Exactement. Splash Team. Vous êtes monté jusqu'à une quinzaine de personnes, 18, Ouais. 15. Non, sur le prochain, on est plus nombreux, mais on était 15 sur Tinykin. Alors d'où est venue l'idée de ce jeu-là? Waouh, c'est une longue histoire. En fait, ça vient d'une game jam dans laquelle je n'étais pas, mais j'organisais cette game jam. Et il y a une petite équipe qui donc le thème c'était comme les no-filles tout à l'heure, donc c'était une game jam où le thème était What Homes means to you, donc qu'est-ce que signifie la maison pour vous. Et c'était un petit jeu où il fallait aller récupérer ses amis dans la forêt. Et donc le concept de base c'était ça, des petits personnages qui nous suivent. Et en fait on a décidé donc je suis arrivée, on a décidé de reboot le projet et d'en faire un platformer 3D où des petites créatures nous suivent. Ce qui se voit pas pour l'instant, mais qui va se voir bientôt. Ça va arriver. Maintenant. Celle-là. Quel timing. Donc ces petites créatures sont des Tinykin. Exactement. Il y en a différentes sortes dans le jeu. Je ne sais pas combien on va en découvrir au fur et à mesure de la séance. Mais voilà, on voit que celui-ci, il peut soulever des choses très lourdes. Il va plus à la salle que moi, en tout cas, ça c'est sûr. Et ça va permettre de débloquer des situations. Il y a un petit côté puzzle game finalement dans le jeu. C'est ça, c'est un platformer puzzle game casual cozy. Si vous cherchez les tags sur... C'est beaucoup plus simple que les lapins. Vraiment beaucoup plus simple. Ouais. C'est pas fait pour les gens qui ont énormément de skills, pas de pression. Mais il y a quelques défis quand même. Combien de temps a duré le développement du jeu On va dire que ça a duré 4 ans, une année où on était 4 et 3 ans où on était beaucoup plus nombreux. Parce que vous êtes parti avec beaucoup d'ambition dès le départ, en fait. Un platformer 3D, ça fait un peu flipper quand même. En fait, je pense qu'on réalise pas vraiment quand on dit platformer 3D, mais effectivement, c'était assez ambitieux. Et c'était un peu l'objectif, de faire un jeu plus ambitieux que la précédente production qui était le jeu Splasher. On voulait continuer le platformer, mais cette fois en 3D. Et puis, on a trouvé un éditeur qui était un peu fan du jeu, donc... Ça a roulé finalement assez rapidement. Ah oui, c'est ça. Donc vous avez grossi petit à petit. Ça a été facile de travailler à autant sur ce jeu-là? Alors je pense que c'est une expérience avant tout. La vie, c'est avant tout des rencontres. N'est-ce pas? Non, ouais, c'était hyper chouette de travailler à autant. En fait, les gens avec qui j'ai pu travailler sont des gens extrêmement talentueux, très indépendants et qui ont déjà fait des jeux avant. Donc en fait, c'était facile de bosser avec ces personnes-là. On a eu quelques plus jeunes, mais ils étaient tout à fait talentueux et donc il n'y avait pas eu de problème, quoi. Je vois Tu connais les gens qui ont bossé dessus? Oui, on peut en nommer. Déjà, je pense que vous entendez le sound design et la musique qui sont excellents, tout simplement. C'est Alexis Logier qui s'est chargé de ça. Oui. Au niveau des graphismes, Simon Gosselin, si je dis pas de bêtises. Non, Simon Trousselier. Ouais. Il y a trop de Simon dans cette industrie, moi je vous le dis. Donc vous aviez une très très belle équipe. Oui, et puis mon associé donc Romain Claude qui a travaillé sur des Rayman, qui a travaillé sur son propre jeu, sur plein de productions et donc qui avait les capacités de faire un jeu de cette envergure. Donc sacrée envergure, une quinzaine d'heures de jeu, je crois. Alors ça, c'est si tu veux le compléter à 100% et si t'es pas très doué. Mais je dirais plus 10, ouais. Pardon. Je suis complétionniste, comme on dit. Ouais, on va dire que c'est plus pour quelqu'un qui fait juste l'aventure, c'est 6 à 8 heures. Donc c'est un jeu assez court. Voilà. Après, on a pensé qu'il fallait pas trop rajouter de temps. En fait, il y a des jeux qui nécessitent d'avoir une fin à un moment. Et pour nous, 6 à 8 heures, c'était la bonne fin. Donc vous êtes parti d'un jeu de game jam. Ouais. Vous avez quand même beaucoup fait évoluer le concept. Comment vous êtes parti sur cette histoire d'explorateur spatial D'où ça vient? Pourquoi les cheveux violets Voilà. Que se passe-t-il? C'est beaucoup de brainstorming. En fait, on a voulu raconter une histoire. L'objectif, c'était de faire un platformer parce que beaucoup de platformers n'ont pas un lore et un scénario très développés. Parce qu'on se concentre beaucoup sur le gameplay et c'est tout à fait normal. Et là, on a essayé d'injecter un peu plus de scénario et de lore qui est très complexe, mais beaucoup trop complexe d'ailleurs. Et on ne voit pas tout dans le jeu. Mais
on a voulu, en tout cas, parler des années 90 notamment. Il y a beaucoup de références aux années 90 puisque la maison est bloquée dans les années 90. Vous allez voir des télés cathodiques, des cassettes, Des VHS. des VHS, des petits skateboards de doigts là. Je sais plus comment ça s'appelle. Les fingerboards, là, Ah je ouais, sais plus c'est ça. comment. Il y a des VHS avec des références. Voilà, il faut les trouver, mais il y en a quelques-unes quoi. On arrive quasiment à la fin du tuto. Hein. Ouais, ça va vite en fait. Ça allait très rapidement. Bravo. Félicitations. Donc, au fur et à mesure de l'aventure, on va récupérer en gros des pièces de vaisseau, donc un masque de plongée, tout est normal, pour espérer retourner sur sa planète. C'est grosso ça. modo. En fait, le petit Milodan, donc, qui est le personnage principal avec les cheveux roses, comme tu dis. Alors pourquoi rose? C'est juste le directeur artistique qui a décidé ça. Hein, mais c'est très cool, je l'aime beaucoup. Au moins, il est bien visible. Exactement, il est reconnaissable. Il a une bonne tête, bonne coupe aussi. Donc oui, pourquoi? Alors ce petit personnage, il s'est perdu dans une immense maison et en fait il recherchait, donc c'est un extraterrestre et il cherche la présence de terriens et il arrive dans cette maison et le joueur va essayer de découvrir pourquoi il y a personne, pourquoi la maison est abandonnée et qui sont les petites créatures qui le suivent. Et je vais pas vous spoiler sur qui sont On va ces pas petites tout créatures. raconter. On va pas tout raconter. Non. Donc là, on arrive dans le laboratoire, effectivement. On nous explique qu'il faut récupérer toutes ces pièces-là pour espérer rentrer à la maison. Mais où est la vraie maison? C'est ça le... Tu l'as fini? Ah, bien sûr que j'ai fini. Je vous encourage à le finir. Il est vraiment très très chouette. Tout le lore interne au jeu est pas du tout complexe. Mais vous avez fait une espèce de bible en amont ou... Ah oui, c'est immense en fait. Ça fait peur d'ailleurs. Combien de pages de bible? Je sais plus, mais en tout cas, l'histoire dans son ensemble, c'est un truc que je suis sur Twitch et je l'ai raconté une fois sur Twitch et les gens pensaient pas qu'il y avait autant de lore là-dedans et en fait on peut pas tout raconter en 6 heures de jeu et puis c'était pas l'objectif. Il y a quand même beaucoup de dialogues qui ont été écrits par un scénariste entre autres qui a fait aussi le scénario avec moi et on veut pas polluer le joueur d'informations, c'est pas du tout l'objectif d'un platformer 3D encore une fois, mais si vous lisez tous les dialogues du jeu parce que c'est tout à fait optionnel, vous pouvez en apprendre plus là-dessus justement. Puis il y a aussi beaucoup de choses qu'on comprend sans avoir besoin de texte. Tout ce qui est narration environnementale. Oui. Oui, en fait, avec le scénariste, on est des grands fans de Dark Souls. Alors, ça se voit pas là, mais je vous assure. Et dans les Dark Souls, il y a beaucoup de narration environnementale et on a essayé d'en mettre un peu. Après, ça touche à un certain public. Ah, le savon skate. Ah. Il est infini d'ailleurs, ce savon. Oui, un savon infini, c'est incroyable. Ouais. Ça, franchement. On va tester. Ça, c'est le petit savon d'hôtel. Il fait des kickflips. Oui. Alors là, Bah, tes premières impressions, du coup, post-savon. kickflip 20 sur 20. Gotti. Voilà, allez-y. Ah bah, il y a E.T. sur la cassette. Donc beaucoup de narration environnementale. Ouais. Et beaucoup de rides aussi. Ouais, je vois ça. Non, mais il y a eu un vrai travail sur le level design, sur les raccourcis qu'on développe au fur et à mesure. On va le voir sur la manière de se déplacer dans les environnements. Il y a un vrai game, il y a un flow, quoi. Ouais. Il y a eu un vrai travail là-dessus. Bah, c'est hyper important dans un platformer d'avoir des contrôles assez smooth parce que ça va être beaucoup de gros déplacements. En plus, on a fait ce qu'on a appelé un mini open world, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des grandes pièces à explorer. Donc ça, vous le verrez si tu y arrives. À explorer. Aller dans la grande pièce. Ça devrait pas tarder. Et en fait, donc c'est du level design assez particulier parce que on arrive dans des pièces. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est que le jeu est dans une maison et en fait la maison, j'ai fait les plans sur. Alors je les ai fait dans Architect 3D, le logiciel, avant qu'on commence le jeu. Pour qu'il y ait une cohérence entre les pièces. Donc sachez que cette maison, elle est habitable. Hein, si jamais vous voulez, vous pouvez y aller, quoi. Bon, il y a beaucoup de pièces, elles sont très très grandes, surtout la chambre, mais voilà. Et ensuite, il y avait tout cet espace à remplir. Donc on a dû remplir avec des micros-éléments. C'est pour ça qu'il y a des tonnes de livres, il y a des VHS, il y a des bouquins retournés. Nous, quand on l'a constitué, on avait un peu peur que ça soit redondant, parce qu'il y a beaucoup les mêmes livres, beaucoup les mêmes magazines et tout, mais en fait, les joueurs ne le remarquent même pas. Et c'est beaucoup d'amoncellement d'objets. Et donc on avait un level designer qui était dédié au level design micro. Donc micro, ça veut dire les petits éléments. Moi je m'occupais de
de placer les éléments dans la pièce, le canapé, la télé, la bibliothèque, faire les plans. Donc là, on vient de voir, les Tinykin permettent aussi de récupérer des objets et et de les lancer à certains endroits. Donc cette clé qui ouvre la fameuse première pièce. Oui, le salon. Le salon. Le salon. Moi, je t'ai pas demandé, du coup, toi, le développement de jeux vidéo, c'est arrivé sur le tard, presque. J'exagère. Bah, tu as fait des études dans d'autres. Oui, ça arrive sur le tard. C'est vrai. Non, c'est vrai que tu as commencé à 11 ans sur RPG Maker. Ouais. Oui, donc en fait, c'était ma petite passion secrète dont personne ne savait rien. C'est que je développais des jeux sur RPG Maker à 3h du mat dans ma chambre, à 11 ans. Mais par contre, je pensais pas que c'était un métier. Donc j'ai fait du théâtre, j'ai fait du marketing, j'ai fait du commerce. Et un jour, on m'a dit qu'il y avait une licence qui existait pour faire du jeu vidéo à l'université Paul Valéry à Montpellier, sur concours. Donc j'ai essayé de faire des jeux dans mon coin jusqu'à réussir à passer cette licence. Et c'est là où je me suis dit, en fait, les jeux vidéo, c'est un vrai métier et il y a moyen d'y arriver, même si on s'y connaît pas en tech, parce que c'est un peu ce que les parents pensent. Si on n'est pas bon en maths, on peut pas faire de jeux vidéo. Mais en fait, si, ça n'a aucun rapport. Il y a plein d'autres métiers qu'on peut faire. Qui sont accessibles sans mettre les mains dans le code. Et d'ailleurs, on va peut-être changer de personne pour jouer. Merci beaucoup. C'est vrai que maintenant, il y a des punaises trop stylées et tout, mais... c'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Lucille. Lucille. Salut Lucille. Est-ce que tu as déjà joué Lucille? Du tout. Pas du tout. Et je suis nulle en contrôleur Xbox. Donc c'est cool. Eh ben c'est bien, on va voir si l'accessibilité est au top. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti. Non, vous avez fait un gros travail quand même sur l'accessibilité, la caméra qui peut se placer de manière optimale pour le joueur s'il n'a pas envie de gérer ça en même temps que les déplacements. On a découvert que c'était très utile pour les enfants, notamment, qui ont du mal avec la gestion des doubles sticks. Les doubles sticks, ouais, et on a beaucoup d'enfants qui jouent. On a plein de messages de parents qui nous disent « Ah !» Je crois que vous avez reçu des dessins. Ouais, on a reçu des dessins récemment. Il y a un gamin qui a fait son anniversaire sur le thème Tinykin avec une piñata Tinykin. C'était très mignon. C'était très mignon. Et le truc le plus mignon qu'on ait reçu, je crois, c'est une mère qui était enceinte quand elle a joué à Tinykin et elle a appelé son fils Milo. Oh! Et ça, c'est le truc le plus mignon qu'on ait jamais vu. Le jeu a fait des bébés. Ouais, c'est bizarre. C'est très étrange. Mais ça doit faire quelque chose de produire un jeu qui a autant d'impact dans la vie des gens aussi. Ah oui, c'était très bizarre de se dire, nous on faisait nos petits trucs, nos petits dessins dans notre coin là, et de savoir que ça pouvait impacter certaines personnes. On n'y croyait pas trop au début, et bah, c'est le meilleur truc qu'on puisse recevoir, quoi. Alors tu disais, tu as intégré du coup la licence à Montpellier, licence professionnelle, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, alors durant cette licence, je me souviens que tu avais développé des jeux notamment sur mobile. Oui. Et ensuite, tu es rentré directement dans le grand bain en allant développer... Ouais, pendant que je finissais mon master, j'ai rejoint l'équipe qui travaillait sur Tinykin, donc ils étaient peu nombreux au début, et puis c'était pas du tout le même jeu. Et j'ai fini mon master à la moitié de la prod de Tinykin, je crois. Et il est sorti 1 an plus tard. Donc là, on vient de découvrir les Tinykin rouges qui explosent quand on les lance. Ils ne meurent pas, vous inquiétez pas, ils vont dans un monde absolument formidable. Le paradis des Tinykin. C'est incroyable. Il y a vraiment un enfant qui avait envoyé un message comme ça, qui était triste. Non. Ouais, c'est... Vous avez aussi brisé des cœurs. C'est un terrible. Petit peu, ouais. C'est dur. Non, c'est absolument génial. Comment est-ce qu'on pense des environnements en 3D? Quel a été ton rôle, toi, grosso modo, dans cette prod aussi de gestion d'équipe, de comment... Quand on travaille dans une entreprise indé, on a souvent beaucoup de rôles différents. Du coup, moi, je m'occupais plus de la partie narration, gestion de l'équipe graphique et le level design global, pas micro, mais du coup macro. Ouais, je m'occupais beaucoup de la narration, des dialogues des personnages, de ce qu'ils allaient dire, leur mission, les quêtes, le quest design aussi, parce que les quêtes sont un peu
farfelues, on va dire. Je sais pas si tu te souviens, mais... Oh oui, il y en a quelques-unes. Roméo Juliette. Ah ouais. C'est version, marrant, elle a marqué celle-là. Ah bah oui, elle est marquante. Oui, parce qu'en fait, dans l'écriture de Tinykin, il y a énormément de refs à la pop culture, que ce soit du cinéma, de la philosophie, de la peinture, de tout un tas de choses, même des jeux vidéo en général. Dans chaque dialogue, il y a des références, donc il faut les trouver, et normalement, ça touche pas mal de gens. Enfin, ça dépend de votre sensibilité, bien sûr, mais certains s'amusent à tout noter, les références, et à nous dire « Ah, mais ça veut dire ça » et tout. Et ça a été un travail d'écriture très compliqué pour notre scénariste, qui a dû se renseigner sur 1 million de choses pour tous ces dialogues, quoi. Alors, si tu appuies sur la gâchette gauche, si je dis pas de bêtises, tu vises. Avec la gâchette droite, tu lances le Tinykin. Mais là où tu peux les lancer, c'est indiqué. Ouais, là, tu peux rien faire. C'est pas la peine de... Ça te cible automatiquement s'il y a quelque chose, une action à faire. C'est vrai qu'il y a un système de ciblage automatique. On peut pas... Oui, parce que l'objectif, c'est pas que le joueur galère trop. Peut-être qu'on fera ça un jour, mais on aime bien faire des jeux assez accessibles. Et puis surtout, l'une des caractéristiques de Tinykin, c'est aussi ce côté chasse au trésor un peu. Enfin, il y en a partout. Il y a des collectables, je ne sais plus, absolument partout. J'ai découvert un mot après que la sortie de Tinykin, c'était collectaton. Oui, bien sûr. Ouais, je connaissais pas. Le collectaton, Mario 64 est un collectaton. C'est ça. Ça veut dire un jeu où il y a énormément de choses à collecter, donc Tinykin est un collectaton. Il y a les Tinykin à récupérer, il y a les petits pollens que tout le monde appelle les popcorn, je sais pas pourquoi. Il y a des objets du musée, des bouteilles de vin, enfin de nectar, pardon. Oui. Des choses comme ça, quoi. À boire avec modération, bien sûr. Évidemment. Donc là, ces petites pépites, par exemple, tu peux les faire exploser avec tes Tinykin rouges. Et tu récupères le popcorn. Le popcorn, le popcorn. Le fameux popcorn. Ouais, en fait, c'est aussi beaucoup un jeu d'exploration. J'ai complètement oublié ce qu'il fallait que je fasse à la base. Je suis complètement c'est l'objectif perdue, du jeu. c'est trop bien. Et c'est pas grave, c'est ça qui est beau. Cette peluche existe vraiment sur mon bureau. Elle est ultra collector. Ouais. C'est vrai que chaque niveau, en gros, représente une des pièces de la maison. Et dans chaque pièce, on a tout un... Elle est très jolie. Et dans chaque pièce, on a donc du coup une liste, enfin, on n'a pas la liste, mais un ensemble de quêtes à accomplir. Ouais. Voilà, cette petite boîte est explosable. On voulait vraiment que le joueur ait un impact sur son environnement, donc il y a pas mal de choses, de placards à ouvrir, de sièges à faire basculer, de portes à déverrouiller. De cordes à faire tomber. De cordes à faire tomber, voilà. L'idée, c'est que le joueur interagisse avec son environnement et en rende sa propriété, quoi. Et quels enseignements vous avez tirés de ce jeu pour le prochain ? Est-ce que vous avez eu des regrets ? Des regrets ? Ouais. Non. Pas de regrets. Ce jeu est absolument parfait. Non, en fait... Si, le truc, c'est que tu as souvent des regrets quand tu es hyper perfectionniste. Donc je pense que certains membres de l'équipe, et je pense notamment à l'équipe graphique qui aurait voulu pousser ça encore plus, mais je trouve qu'ils ont fait un super taf et que ça a un style très particulier. Mais sinon, non, on est assez content en fait du résultat. On a pu faire ça dans les temps qu'on voulait. On a dû cut des choses, mais au final, il n'y a pas de regret, quoi. C'est pour le mieux. Et parfois, il vaut mieux couper des choses que noyer le jeu dans beaucoup trop de détails qui va se perdre. Quand je disais le jeu fait 6 à 8 heures, c'est une volonté aussi. C'était pas genre on n'a pas réussi à faire plus long. C'est qu'on s'est dit en fait en 6 ou 8 heures, si on fait plus, le joueur va se lasser. Si on s'arrête là, le joueur a eu sa dose, même si certaines personnes nous disent on aurait voulu avoir un Tinykin 2 et tout. En fait... Je vous le dis, pour l'avoir testé plein de fois, si c'était plus long, il y aurait eu de la lassitude au bout d'un moment. Sur les mécaniques, quoi. Donc voilà une des cordes qu'on peut faire tomber. Est-ce que tu as saisi où était la touche pour faire le skate ? Oui. Ah, parce que c'est quand même vachement chouette. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent jamais. Hein. Ah oui, c'est vrai ? Oui, j'ai peur de tomber. Voilà, pour cette raison. C'est vrai qu'on peut globalement remplir les quêtes dans n'importe quel ordre.
Oui, c'est ça. En fait, il y a un certain nombre d'objectifs par quête, et ensuite le joueur décide de le faire dans l'ordre qu'il veut. Et vraiment, tous les joueurs sont très différents. Ouais, quand on a playtesté, on s'est rendu compte que les gens réfléchissaient tous pas du tout de la même manière sur Tinykin. On était surpris à chaque playtest. Ah oui, tu fais ça comme ça, toi. Ok. Et justement, des playtests, vous en avez fait beaucoup? À quelle fréquence? Alors, il y a 2 types de choses. Donc, il y a la QA, donc, qui, je sais plus comment on dit, quality. Contrôle qualité? Ouais, voilà, c'est ça. Le contrôle qualité, qui sont des gens qui testent en boucle le jeu pour remonter les bugs. Et il y a les playtests où on invite des gens à venir jouer au jeu pendant une session. Et il y en a eu assez tôt dans le développement, parce que T'as tué Milo. Ça arrive. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne meurt jamais aussi. Ouais. Tu vois, un des premiers trucs que nous a appris les playtests, c'est qu'au début, on ne mourait pas quand on tombait. Et en fait, on pourrait croire que ça serait mieux. Mais en fait, pas du tout. Parce que imaginez, vous êtes monté tout en haut, vous tombez, bah, vous êtes deg. Alors que là, vous mourrez. Du coup, vous retournez là où vous étiez. S'il y a eu une erreur, vous pouvez tomber assez librement, quoi. Oui, c'est vrai que parfois, c'est plus rapide de se laisser mourir. Absolument, ouais. Enfin, pour ceux qui font du speedrun. Ouais. Continue. Non, c'est très astucieux. C'est très astucieux. Alors, l'heure va peut-être être venue de passer à la dernière personne qui va pouvoir jouer à Tinykin. Il nous reste un petit peu de temps dessus. Juste avant, pendant qu'on choisit, balance les Tinykin sur la tasse sur laquelle tu es posté. Voilà. Formidable. Et pendant ce temps-là, je regarde les mains levées en salle. Oh, la foule est en délire. Sur Tinykin. Pour l'explorer, le piano, le côté, le coin musical qu'on n'a pas encore vu. Venez essayer le piano, c'est super. La guitare et le piano, c'est incroyable. Allez, qui vient essayer le piano? Oh. Là-bas, je vois une main levée. Bah viens. Hein. Bon, viens. Ah ouais, ah ouais, carrément. Super, des questions à poser et tout. Ah bah oui, on veut les questions. C'est parfait. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Parce que je parle, mais... Bonjour, du coup. Bonjour. Merci d'avoir testé. Enchanté. Je voulais poser une petite question. Moi, je voulais savoir... vous avez dit que vous étiez des gros fans de Souls-like. Ouais. Et du coup, vous savez que Miyazaki aime bien mettre des easter eggs, récompenser le joueur. Est-ce que vous avez fait pareil? Et c'est une décision du coup du développeur ou de l'équipe? Est-ce qu'on a fait pareil de mettre des easter eggs? Alors, il y en a. Et alors, je pense qu'il y en a dans beaucoup de jeux, donc ça, c'était pas tout à fait comme dans Dark Souls, où tu parles par exemple des murs invisibles, des trucs comme ça? Probablement. Ouais. Ça dépend, peut-être ça peut avoir la propre DA de jeu. Donc, alors, on n'a pas eu l'occasion. Le truc, c'est que faire ce genre de choses, tu vois, mettre des easter eggs, avoir du développement un peu plus complexe, tu peux le faire quand tu as une équipe un peu plus grande. Nous, on n'a pas forcément l'occasion de faire ça, parce que ça prendrait trop de temps de prod par rapport à ce qu'on voudrait injecter dans le jeu. Bien sûr. Mais par contre, oui, c'est sûr que ça serait une volonté de notre part de faire ça pour les prochains jeux, en tout cas. Ok. Parce que là, vous êtes sur une nouvelle prod que tu streams régulièrement. Tous les mardis matins et jeudis matins sur Twitch. Ah, donc je ne dévoile pas un secret. Hein. Non. Comment s'appelle ce nouveau prochain jeu? Alors, le prochain jeu, c'est le projet Acornia, qui est donc en cours de développement, effectivement. On est avec pratiquement la même équipe que sur Tinykin, donc on a repris les anciens, mais on a rajouté du monde, puisque maintenant on est 17. Et 18, 17, 18. On est nombreux, quoi. Et ça n'a rien à voir, c'est un jeu de gestion, un mélange entre Cult of the Lamb, pour ceux qui connaissent, Stardew Valley, c'est plus connu, Animal Crossing, un truc comme inconnu. Ça. Inconnu, ouais. Et Kirby. Voilà. Ça n'a rien à voir, donc on a vraiment... C'est la même direction artistique, enfin, c'est le même directeur artistique, plus exactement, la même équipe, mais on a voulu un petit peu changer d'air, on a assez fait de platformer, je pense. Ah, on ne supporte pas l'eau, par contre. Ouais. Oula. Tu vois bien qu'il a des trucs électriques sur lui, c'est pas possible. J'ai une question dans l'assistance. Merci. Du coup, en termes de choix de DA, ce qui est quand même super étonnant, c'est que c'est un mélange de 3D et de 2D. C'est ça. Les personnages sont en 2D et l'environnement est en 3D. Mais pourquoi? Mais pourquoi faire? Alors, il y a plein de raisons à ça. Déjà parce que dans notre équipe, on avait plus une expertise 2D, notamment de Simon, qui est le directeur artistique, qui avait plus une expertise de personnages 2D.
Moi, je m'y connaissais. Enfin, j'ai fait les animations des personnages non joueurs. Et en fait, je sais faire que de l'animation 2D. Et aussi, ça coûte moins cher. Voilà. Et on aime bien Paper Mario. Parce que pour un jeu comme ça, j'imagine qu'on peut le dire, mais c'est le budget, l'enveloppe globale, c'est combien? C'est à peu près 1 million. Voilà, on n'est pas sur un... Voilà, le chiffre peut faire un petit peu peur, quoi. Ouais, mais marketing compris. Marketing compris. Ce qui change tout. Et Dieu sait qu'il coûte cher. Ouais, exactement. Donc c'est un petit jeu indé. 1 million, c'est un petit jeu indé. Non, c'est un moyen jeu indé, un petit jeu indé. Aujourd'hui, c'est plus aux alentours de 200 000, je dirais. Oui. Ouais. Ça me paraît plus... Ouais, après c'est 3 ans quand même. Et tu nous débloques tout, c'est génial. Quelles ont été les inspirations pour ce jeu Alors, il y a un jeu que personne connaît qui s'appelle Fur Fighter, qui est un jeu sur... comment elle s'appelle cette console? Merde. Oh là, j'ai un trou de mémoire. Décris-la. Tu pouvais mettre la carte mémoire dans la manette. La Dreamcast. La Dreamcast. Ouais. Voilà, qui est aussi sortie sur PS2. Et en fait, c'est un de mes jeux préférés de quand j'étais gamine. Et il y avait un monde où tu étais dans un monde de dinosaures, donc tout était immense. Ensuite, on a aussi Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et Paper Mario pour les dialogues. Et ensuite, Crash Bandicoot pour le côté platformer 3D. Mario 64, j'en ai plein. Pikmin, aussi pas mal. Voilà. Ouais, le titre du jeu vous est venu naturellement. Je sais que la question a été souvent posée. Moi, Tiny Kim, ça me faisait penser à Pikmin. Votre éditeur, c'est Tiny Build. Donc, on s'est pas foulé, c'est ça que t'es en train de dire? Ouais, un peu, ouais. Le choix du nom a été très compliqué. Au début, il s'appelait Sbears, le jeu. Son nom de code, c'était Sbears, ce qui était imprononçable en anglais. Donc, on s'est dit, bon, on va peut-être changer quand même. Notre public est principalement anglophone. Et on a eu 1 milliard de propositions, vraiment. On a voulu l'appeler Tinykin. Notre éditeur nous a dit, parce que du coup, c'est Tiny Build, ils ont fait... C'est un peu chelou, on s'appelle Tiny Build. Pourquoi vous voulez l'appeler Tinykin? Est-ce que c'est un rapport avec nous? On leur a dit non, on aime bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop réfléchi à Pikmin, mais ça fait un peu plagiat, quoi. Nintendo vous a pas attaqué? Non. Vous êtes même sortis sur Switch? Ouais, ils étaient très contents de nous accueillir. Tout va bien. Est-ce que tu aurais des petits... c'est toujours la question bateau, mais des conseils pour les gens qui veulent se lancer sur une prod? Alors, peut-être pas commencer par quelque chose d'aussi massif. Alors, pour les tout nouveaux, donc on en a parlé, on a fait un petit live TikTok avant de venir. C'est pas la meilleure période pour se lancer dans le jeu vidéo. C'est un euphémisme, je pense. Mais si jamais vous êtes vraiment déterminé, que vous voulez vraiment vous lancer, je vous conseille de faire des petits jeux de votre côté. Même si c'est des reprises d'autres jeux, juste pour comprendre comment fonctionne une production de jeu. Comme le disait Amy sur le live tout à l'heure, de bien s'entourer, d'être entouré de professionnels qui ont déjà fait leurs armes, qui connaissent un peu les pièges à éviter. Et surtout, écouter les joueurs. On a tendance, quand on commence dans le jeu vidéo, à avoir beaucoup d'ego et à se dire non mais les joueurs comprennent rien, de toute façon ils sont nuls. En fait non, les joueurs ont toujours raison. Enfin, la majorité des joueurs ont souvent raison. Donc, s'ils comprennent rien à votre jeu, c'est qu'il est incompréhensible, tout simplement. Non, mais c'est vrai, les joueurs ont toujours raison. Oui. Je regarde... Alors, en fait, je sais pas si vous aviez... super bien. Ouais. Merci. Si vous aviez focus sur la vidéo d'introduction de la pièce, en fait, vous montre ce que vous devez chercher et ce que vous devez déclencher. Mais j'ai pas envie de spoiler les gens, du coup, mais... Ouais, mais c'est comme ça que je joue les gens. Ils se baladent et puis ils trouvent des trucs à porter, ils les portent, ils savent pas pourquoi, et paf, la quête est finie. Après, on s'étonne pourquoi j'ai passé 15 heures. T'as passé 15 heures là-dessus? Ah oui, largement, largement. Non, mais gros côté complétionniste. Et je crois que vous avez ajouté par DLC après des niveaux chronométrés? Ouais, en fait, donc on a rajouté un petit DLC gratuit à la sortie du jeu qui était des courses en skate savon. Que vous pouvez faire dans toutes les pièces. Et ça a été speedrunné d'ailleurs. En fait, le jeu a beaucoup été speedrunné. Il a été à Speedon il y a 2 ans. Du coup, le petit Milo est sur les t-shirts de Speedon. C'était cool. Moi, je l'ai aussi beaucoup speedrunné, mais parce que j'avais pas le choix.
Combien de fois on fait son propre jeu quand on le développe? Est-ce qu'on n'est pas dégoûté à la fin? Ah mais carrément, ouais. Non, encore Tiny King, il y avait un truc... la prod sur laquelle on est, c'est un peu plus compliqué parce que c'est très redondant. Tiny King, il y a un peu de liberté. Donc même si tu le testes 50 000 fois, tu trouves toujours des trucs à faire. Et puis le ski de savon, tu fais des figures, tu essaies d'aller toujours plus vite. Mais si, carrément. Là, ça fait, je disais, quand on a commencé, ça fait 1 an que je n'y avais pas joué. Donc ça va, mais juste après la sortie, fallait pas m'en parler, quoi. Je peux comprendre. Alors, on va devoir passer au dernier jeu. Voilà, je suis désolé de couper en plein échange. Merci beaucoup, Marie. Merci. Marie, juste un mot de la fin. Un mot de la fin. Un mot de la fin ? N'importe lequel. Je sais pas. Jouer au jeu. Acheter les jeux. Au jeu, aux 3. Voilà, jouer au jeu. Merci. Merci beaucoup. Et donc on va enchaîner avec le dernier titre. Amy, viens nous rejoindre. Et puis on va lancer Caravan Sandwich. Bonsoir. Bonsoir. On va lancer le jeu tranquillement. On va le jeu trouver se lance, une victime. voilà. Une nouvelle. Quelqu'un pour commencer le jeu. Qui a envie de piloter un van sur une planète désertique avec le chant des cigales? Oui. Donc Amy, toi, quel a été ton rôle sur le jeu, directrice créative? Oui, c'est moi. Co-fondatrice du studio. Ouais. Et donc en gros, couteau suisse. C'est ça. T'as bien résumé la situation. Bonjour, donc Bonjour. quel est votre prénom? Moi, c'est Rudy. Pardon? Rudy. Rudy, j'avais mal entendu. Bonsoir Rudy. Bonsoir Rudy. J'aurais une question. Est-ce que tu es du sud de la France? Pas du tout. Ok. Non, c'est tout. Je sais d'où il est inspiré. J'ai vu la conférence de Charles Bourri. Ok, tu es bien renseigné. Ouais, non mais... Tu peux prendre la deuxième save du coup. La deuxième? Ouais. Ah, là, oui, voilà. Depuis rien. La save vide. Bon bah j'ai rien à t'expliquer en fait. Enfin, tu sais déjà. Je connais le jeu, mais, enfin visuellement, mais j'ai pas joué encore. On va te laisser arriver jusqu'à un moment chanté dont on profitera tous. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le pitch du jeu en attendant? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très mauvaise à faire des pitchs, mais on le voit là. C'est l'histoire de Sauge, qui est donc une jeune fille qui va retourner sur sa planète natale pour essayer de retrouver sa sœur qui a disparu il y a des années. Et là, elle reçoit un signal de détresse et en fait, donc, elle retourne essayer de la retrouver. Mais il se trouve que elle vit dans une espèce de monde futuriste un peu étrange. Et elle va retourner donc sur sa planète qui est un peu ZAD provençal du futur, quoi, globalement. La planète s'appelle Cigalo. C'est très à propos. Voilà. Pourquoi est-ce que Exactement. vous avez eu, pourquoi vous avez eu envie de créer cet univers-là, justement un peu post-apo Alors, ça a été fait en plusieurs temps, parce qu'au final, on a un peu développé l'univers au fur et à mesure de l'avancée de notre propre réflexion sur le jeu. Disons qu'à une époque, la première idée du jeu date de 2017. Et 2017, il faut se dire que on était, et c'est la vraie histoire de vrai, on était avec mon associé, on est potes de lycée en fait à la base, et on se baladait dans le Verdon. Et donc il y a des super paysages du sud de la France et tout. Et en fait on s'est dit waouh, mais ce serait trop bien de faire un petit jeu simple, facile, qu'on fait en genre 1 mois pour voilà, avant d'aller dans les études supérieures, on sait pas, on va se quitter, on va plus se voir, ça va être terrible. Et donc vas-y, on fait un petit jeu en 1 mois. Et en fait il se trouve qu'on s'est dit ouais, un petit jeu, on peut voir des paysages comme ça, on peut se balader en van. Et en fait il se trouve que spoiler, ça n'a pas duré 1 mois. Pas trop. Alors ça, c'est quelque chose de récurrent. On planifie un développement de 6 mois, ça dure 1 an. Donc vous étiez parti sur 1 mois, ça a duré combien de temps? De 2017 la première idée à 2024, septembre 2024 la sortie.
Donc c'est beaucoup d'années. Après, c'était pas des années de développement intensif. À temps plein, ouais. Non, voilà, on était d'abord au lycée, et ensuite, bon, il y a eu des études supérieures, etc. Qu'on a dit, en fait, c'est nul, on se casse. Et du coup, vas-y, on fait un prototype, et vas-y, on le montre à des éditeurs. Et attends, quoi, les éditeurs, ils veulent nous donner de l'argent pour le faire. Oh. Et donc, trop bizarre. Et en même temps, voilà. Pris par les responsabilités, il se trouve qu'au bout d'un moment, on peut plus s'arrêter. Donc, il faut le finir. Faut bien le finir un moment. Donc, voilà. On va revenir sur tes études après, mais je crois qu'on arrive au moment critique. Donc musique d'Antinomie. Antinomie. Elle est trop forte. Et faut savoir que je ne me suis jamais lassé de la musique d'intro, ce qui est absolument exceptionnel et qui relève en fait d'un miracle. Et en fait, c'est juste parce que Antinomie est beaucoup trop forte. Voilà. C'est tout. Donc Antinomie, c'est pour la partie musique. Pour le sound design, c'est Clotilde Schultz. Si je dis exactement. Pas de bêtises. Parce qu'il y a un vrai travail aussi sur le son, on va s'en rendre compte au fur et à mesure de la partie. Tu parlais de tes études qui t'ont bien ennuyé, j'ai l'impression. Tu avais fait quoi, toi la fac J'ai fait une prépa, puis début d'études d'ingénieur, et en fait, un peu même affaire que peut-être Lénofi qui est passé avant, c'est que c'était, je me projetais pas dedans non plus. Et en même temps, moi, je me projetais pas non plus dans le jeu vidéo tout court. Du tout Du tout. En fait, j'étais un peu en mode, c'est rigolo, les game jam et tout, mais j'aime bien bidouiller et je sais pas quoi, mais en fait, j'aime bien faire plein d'autres trucs. Et j'avais pas prévu de faire du jeu vidéo de ma vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est une petite question à se poser. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est surtout Adrien, avec qui je bossais, qui était là. Lui, c'est vraiment son rêve. Et donc, je me suis dit, let's go. Et à partir de là, de toute façon, je me voyais pas finir mes études, alors c'était un bon prétexte pour se barrer et faire autre chose. Et donc Caravan Sandwich, en tout cas le prototype de Caravan Sandwich, a été financé essentiellement par le Crous, une bourse, voilà. Ah mais de toute façon, il y a deux choses pour les indépendants, c'est le Crous. Alors ça, pour moi, je découvre, c'est un peu nouveau. Voilà. Ou France Travail. France Travail. Très clairement. Chômage. Le RSA. C'est ça. Faut en profiter tant qu'il est là. Il y a beaucoup de débrouilles aussi. C'est pas un chemin pavé d'or que de développer des jeux. En général, c'est plutôt la 16, quoi. C'est un peu la galère. Oui, c'est plutôt l'inverse. Voilà. C'est plutôt l'inverse. Bon, après. Vous avez quand même accouché d'un super jeu. Enfin, en tout cas, très quali, bien fini. Ne dis pas ça, je vois tous les problèmes qu'on a laissés. Voilà, mais d'accord. Ça, c'est le côté perfectionniste. Et vous aussi, un peu comme pour la Splash Team, vous avez travaillé avec plus d'une dizaine de personnes. Oui, alors, bon à noter, de toute façon, vous avez vu les noms dans l'intro. On était une quinzaine. J'ai pas compté, mais... Oui. Ouah, comment tu fonces. T'es déter, là. Attention avec le van, hein. Fun fact, il pouvait exploser à une époque. Ah. C'était très tôt dans le développement, mais on a fini par l'enlever. Et il y avait juste, il se passait rien, t'as juste tu mourais parce qu'il n'y avait pas de respawn ou quoi. Donc, pas mal. Ah bon. C'était tôt dans le développement, ok, d'accord. Ouais. Là, on était sur Dark Souls, très clairement. Exactement. Donc, comment est-ce que vous avez construit du coup brique par brique ce jeu J'imagine que vous n'avez pas commencé à 15. Alors non, on n'a pas commencé à 15. Et d'ailleurs, je réalise que j'ai un petit peu sauté la première question de la Provence.
Oui, on peut y revenir. Vite fait, parce que... Parce que le Verdon, ok, mais... Alors le Verdon, ok, c'était sympa. Mais en gros, l'idée, c'est que, il y avait ça comme base. Et en fait, au fur et à mesure, on s'était orienté vers un peu de la post-apo pour comment on appelle ça, le côté un peu message écolo, anticapitaliste, un peu classique de fiction, enfin de science-fiction en règle générale. C'est un peu le truc, je sais pas, un genre qui est typique pour ces messages-là. Et en fait, on s'est vite rendu compte que il y avait un problème. Alors c'est que déjà niveau esthétique, on s'inspirait beaucoup trop des genres de Fallout et c'est quoi l'autre avec Max, il est pas content. Mad Max, voilà. J'adore. Max, il est pas content. Et du coup, c'était très un peu américanisé. Et on s'est dit, ok, non. Alors, il y avait ça. Et aussi qu'au final, le post-apo classique, c'est très violent, c'est très tourné autour de schémas un peu... de domination. De domination de trucs, ouais. Et en fait, on a voulu retourner un peu le truc en mode solarpunk, en mode voilà, parce que on voulait mettre un truc faire un jeu avec un peu plus d'espoir, un peu plus de propositions d'alternatives. Et donc on en est arrivé à se dire, en fait, voilà, faut qu'on base un peu les éléments de ce jeu sur notre expérience de vivre dans le sud de la France, d'être en contact avec des ZAD, des trucs, des gauchistes qui vivent dans la nature, et puis voilà. Globalement, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce truc de Provence. Parce qu'il y a un côté très bienveillant dans le jeu, il n'y a pas vraiment de méchants. Alors si, il y en a un. Oui, mais en fait, est-il vraiment méchant? Alors oui, par contre oui, il est tout à fait méchant. Il est même terriblement méchant. Si méchant qu'en fait, il n'est jamais présent, mais il n'est jamais directement là, mais en fait, il est constant dans la vie de tous les personnages. C'est le grand capital, hein, littéralement, parce que c'est le consortium qui. C'est ça. Je me souvenais plus. C'était le congrès, c'est le consortium. Le consortium, exactement. Le consortium. Et du coup. Dont on comprend rapidement en fait qu'il gère un peu les denrées qui sont envoyées sur Cigalo et que notamment les médicaments à un moment donné et que. C'est ça, oui. C'est un peu comme. L'idée, c'est de faire un truc en mode ruralité et ville et tout. Et du coup, les gens sur Cigalo, ils commandent des trucs aux grandes villes, quoi. Mais en fait, c'est aussi l'idée, c'est que par le passé, sur cette planète, il y a eu énormément d'exploitation. Et toute la planète a été creusée, retournée pour en fait en extraire tout ce qu'il pouvait, quoi, concrètement. Toute la moelle de la planète a été grignotée. Exactement. Et d'ailleurs, tu peux pas le faire. Mais tu pourras regarder le soleil un moment dans le jeu. Je sais pas si tu l'as vu. Est-ce que tu as remarqué un truc? J'ai pas fait attention. C'est fou. Le soleil? Où est le soleil? Oui, le soleil. Voilà, tu le vois pas. Il est derrière le truc. On va aller on va pourchasser le soleil. Tu regardes derrière toi là? Ah, c'est le vaisseau spatial qu'on a vu tout à l'heure. Alors non, c'est pas le vaisseau spatial. Alors le vaisseau spatial qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel on était, il est de l'autre côté, je crois. Oui, mais on l'avait vu quand on était sur la station spatiale. Ah oui, tu veux dire quand on était sur la station spatiale, ouais, on voit ça. Ouais. Et oui, tout à fait. Ça c'est le principe, c'est un principe un peu de science-fiction qui est une étoile de Dyson où en fait ils construisent tout autour de l'étoile un truc pour extraire toute l'énergie, quoi. Et donc voilà. Tu t'es coincé sur une fleur, mais bon courage. Faut faire marche arrière. Ok, le bouton est là. Voilà. Non, le van est super simple à manœuvrer. Vous avez beaucoup galéré sur. On a énormément galéré. C'était un enfer, hein, en fait. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, on a des gens qui nous mettent des reviews négatives en mode le van c'est nul. Quand on arrête, il s'arrête direct. En fait, oui, c'est ce qu'on voulait. Parce qu'en fait, on veut que le truc soit aussi facile à manipuler que Sauge, au final. Parce que, certes, du coup, le feeling du van n'est pas aussi arcade, stylé qu'on voudrait.
Ah, t'as envie d'explorer là? Mais non, tu es en conduite. Ah, il faut finir l'objectif et après. C'est pour ça qu'il faut aller vite. Mais Run. un truc parce qu'on a fait un tour en arrière, je voulais reparler des gens avec qui on a bossé. Oui, clairement, c'était une prod quand même. On a bossé avec presque 15 personnes. Enfin, 15 personnes. On était 13-14 au maximum de la production. Et donc, c'est rempli de gens extrêmement talentueuses et talentueux. Et donc, on a eu plein de gens qui ont fait plein de trucs. Enfin, je ne saurais même pas par où commencer, mais déjà vous avez vu les trucs pour le son et la musique, c'est ouf. Et pour peut-être qu'il y a des gens qui sont allés voir. Tiens, est-ce qu'il y a des gens qui sont là et qui ont vu Charles une fois qu'il était venu ici, apparemment? Il est venu effectivement en tout début d'année, en janvier, pour les Video Game Masters, un format qui a lieu tous les 2 mois, je crois, au forum. Et voilà, vous avez la suite de l'épisode. Donc oui, et plein d'autres gens que vous voyez dans la cinématique d'intro et qui sont très très cool. Et quelles ont été vos influences du coup, vos inspirations SF, pas SF pour donner vie à Caravan Sandwich? Alors oui, ça dépend. Sur quoi? C'est-à-dire que suivant les aspects du jeu, c'est assez différent. Globalement, en tout cas, rien que sur le graphisme et l'ambiance et tout, la Provence, clairement, il n'y a pas à dire. En fait, c'était vraiment très très pratique et très très bien. Et c'est un truc que j'encouragerais tout le monde de faire, c'est de ne pas forcément régurgiter des trucs de fiction qui existent déjà et s'inspirer des choses qui sont autour de vous, simplement. Et au final, ça nous a beaucoup servi et ça légitimise beaucoup le processus créatif. Et c'est très cool, très agréable, tu sais de quoi tu parles et à la fin, ça donne un truc bien. Enfin, en tout cas sur le côté provençal, moi j'ai kiffé. Et sinon, sur le côté graphisme et tout, il y a beaucoup d'influences des studios Ghibli et de plein de trucs dont Charles parlerait vachement mieux que moi. Peut-être que vous l'avez vu du coup, pour les gens qui... Est-ce qu'il y a un replay des Video Game Masters? Alors, je crois que oui. Eh ben c'est voilà. le cas. Alors, est-ce qu'il est déjà en ligne? Sûrement. Oui. Allez voir. Vous pourrez le trouver et avoir effectivement la deuxième partie. Je n'ai même pas remarqué. Je ne peux pas les voir. Donc Charles Bourri, c'est ouais. ça? Comme ça, vous aurez la suite de cette soirée, c'est génial. Voilà. Et peut-être que quelqu'un peut prendre le relais sur la suite des événements. On est passé donc au chapitre 1. Et pour teaser un peu, là, le van, il va pouvoir aller, si je ne me trompe pas, un peu où vous voulez. On va pouvoir explorer un peu plus. Effectivement, tu te trompes. Dans la mesure du possible, je veux dire. Ce n'est encore que le début. Oui, mais bon. On peut explorer des ruines quand même? On peut explorer. Il me semble qu'on peut quand même explorer jusqu'à un peu le tour de la ville. Les alentours, en fait, c'est ce qu'on appelle justement. Enfin, je pourrais parler du level design, mais en gros, là, ce qu'on va avoir, c'est le mini open world avant le gros open world. Ouais. Et on a des niveaux qui des open world qui sont un petit peu inspirés de trucs du genre Dark Souls et on dirait pas comme ça non plus, mais forcément ça, voilà. Il y a partout. De Elden Ring, c'est le côté on enchaîne un tout petit espace, puis un espace un tout petit peu plus grand, puis un espace encore plus grand, et jusqu'à arriver à la totalité du truc. En fait, tu peux aller partout, et puis là, faut débloquer les trucs un peu plus de manière granuleuse. Mais en tout cas, merci d'avoir merci beaucoup. testé le jeu. Alors, si quelqu'un veut prendre le relais de ce van... Alors c'est vrai que là, on va pouvoir commencer à explorer des ruines, en fait. Vous avez conçu le jeu, donc tu disais, un espace petit, puis plus grand, puis encore plus grand. Et il y a ces ruines qui parsèment un peu partout, qu'on va pouvoir explorer. Bonsoir. 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 Quel est votre prénom? Émilie. Émilie. Enchanté. Enchanté. Allez, à toi les ruines. Donc, comment vous avez justement conçu cette... répartition des espaces explorables? Alors c'était tellement un enfer que j'ai tout un talk là-dessus. D'accord. Qui s'appelle Comment ne pas faire un open world. Et donc je sais pas si les gens l'ont vu, mais je le recommande si vous voulez. Si vous avez l'idée à un moment de faire un open world, et ben vous pouvez aller le voir pour vous nettoyer de cette idée.
et vous dire que non, c'est pas une très bonne idée. Parce que c'est vrai qu'une des choses qu'on dit aux étudiants en école de jeux vidéo, par exemple, c'est ne commencez pas par un open world. Et c'est ce que vous avez fait en fait. Oui, c'est parce que je suis extrêmement conne. Non, vous aviez beaucoup d'ambition. Mais du coup, oui, ça a été très compliqué. C'est ce qu'on dit après, ouais. Oui, mais il faut se le dire dès le départ. C'est ça. Non, en fait, d'ailleurs, un truc que finalement je réalise plus ou moins maintenant, c'est que on s'était dit, ouais, ok, alors pas d'open world, des trucs, des petits espaces ouverts à la suite. Ensuite, ok, en fait, non, faire du semi-open world. Et en fait, maintenant, je me dis, mais en fait, oui, puis enfin, on a fait un open world à la Ubisoft avec 15 personnes, genre, et pas de combat, tu vois, mais genre, un peu. C'est vrai que c'est un jeu où il n'y a aucun accidentellement. combat. Il n'y a pas de combat. Ah oui, non, il n'y a pas de combat. Mais il fut un temps où il y en avait. Alors pourquoi Il fut un temps où il y avait même un énorme gun sur la caravane. Et on tirait sur d'autres caravanes. C'était World of Tanks. Je ferai pas plus de commentaires là-dessus. Ça a duré combien de temps cette idée ça a commencé au premier prototype parce qu'on savait pas trop quoi faire en soi. Vraiment, le game design de ce jeu, il a été fait à l'arrache, quoi. Enfin, comme on pouvait. On s'est dit, vas-y, on peut viser avec la caravane. Est-ce qu'on fait pas un truc de Mad Max avec tourelle dessus, j'en sais rien, enfin vas-y on fait un truc, on bidouille un machin en un mois, et en fait à la fin on s'est dit déjà c'est extrêmement chiant parce que il y a énormément de contraintes, faut faire du combat, faut faire des trucs, c'est tout un monde. C'est beaucoup de choses à développer à chaque fois. Énormément de choses à développer, des ennemis, des machins, des trucs, et en fait et puis du coup de façon par rapport au thème et par rapport au ton du jeu, en fait on pouvait pas raconter l'histoire d'une jeune fille qui retourne chercher sa sœur si t'as un énorme gun sur ta caravane et que tu défonces des trucs. Elle a une sacrée personnalité. Voilà, non mais voilà. Mais après je sais pas comment ça se serait débrouillé, mais c'était pas trop l'idée, donc on a décidé de déjà enlever ça et c'était quand c'était en fait c'est à partir du moment où on s'est un peu remis sur le projet après avoir fait des prototypes, et on s'est dit faut qu'on réévalue quand même quelques trucs. Est-ce que la phase de prototypage a duré longtemps? Alors donc le premier prototype c'est 2017, et ensuite on a commencé à refaire des trucs vraiment de manière un peu sérieuse à partir de 2021, et le prototypage il a duré 3 mois de prototypage plus 4 mois de vertical slice. Donc vertical slice pour expliquer. Vertical slice, c'est un peu l'idée que on pourrait faire une sorte de prototype du jeu fini, mais sur un petit partie d'un niveau, comme quoi on serait capable de faire le reste du jeu, et ensuite du coup le faire financer par un éditeur qui financerait du coup le reste du jeu. Mais il se trouve que c'était une énorme connerie. Pourquoi ? Parce que, en tout cas pour nous, parce que ça nous a donné la fausse confiance en nous que la vertical slice qu'on avait fait, qui était un truc un peu linéaire, je sais pas quoi, permettait d'extrapoler ça à un open world. Et on s'est pris un énorme mur quand on a voulu convertir cette petite vertical slice qui était cool à un véritable open world où on peut se balader, on peut faire des trucs sympas. Et si bien que la production du jeu a été extrêmement compliquée, parce que au bout d'1 an et demi en prod, genre après toutes les phases de machin, 1 an et demi, on avait un jeu qui était vraiment genre quasiment injouable, extrêmement pas plaisant à jouer, et à un niveau nettement inférieur de la vertical slice qui avait été faite avant. Et ça a foutu un coup au moral un peu vénère quand même. Et comment vous avez rebondi après avoir constaté ça? Comment vous êtes remotivé? Comment vous dites allez, c'est bon? En fait, on était trop loin dans le truc, donc il était déjà trop tard. Il était déjà trop tard, et l'éditeur a pas voulu cut le projet, donc on était obligé de faire quelque chose. C'est déjà sympa. Je sais pas si c'est sympa ou si eux ils avaient un peu même ce même syndrome de on a mis trop d'argent dedans, donc faut que ça sorte et que ça fasse quelque chose. De toute façon, je sais pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là, mais du coup, on a en fait
à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a vraiment rebondi. Même si rebondi, c'est un grand mot, je dirais qu'on a fait un atterrissage contrôlé, peut-être, semi-contrôlé, contrôlé à 1%. Mais du coup, l'idée, c'est qu'on a cut un maximum de trucs qu'on pouvait, et qui était cool dans les vertical slice, mais qui était impossible à généraliser à un open world. Par exemple, il était censé y avoir même des mini-jeux dans le truc à chaque étape. Alors, il y a des gens qui peuvent aller trouver la vertical. Il y a des gens vous pouvez trouver la vertical slice quelque part. Elle existe sur Internet, et même des vidéos de la vertical slice. Et il y a des mini-jeux, il y a un genre de combat avec un robot, mais qui est pas un combat avec un robot. Enfin bon, je vous passe des détails trop bizarres. On va partir à la chasse au trésor à la fin de cette séance. Voilà. Mais du coup, ou alors aller sur le Discord, de toute façon, il y a des trucs. Mais bref. Et en gros, c'était cool sur le papier, mais en fait, c'était impossible à généraliser avec les deadlines qu'on avait et tout. Et donc, il a vraiment fallu qu'on se concentre sur ce qui était important dans le jeu et comment le faire marcher dans un truc d'open world. Et du coup, c'était une énorme galère. Et voilà. Ça arrive aussi pendant le développement. Je savais pas quoi dire de plus. Des fois. Là, juste, je refais le point. Grosso modo, l'histoire se déroule de telle sorte qu'on doit améliorer le van, en fait. Lui mettre une... tu es au moment où il faut construire l'antenne, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Et cette antenne va nous permettre de découvrir... Oh, qui est ça? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Et donc d'aller chercher notre sœur, parce que finalement c'est quand même ça le but. C'est en gros le fil rouge de toute cette histoire, et en fait on a des tas de quêtes qui s'articulent autour de ça. Et grosso modo toutes les quêtes sont toutes les quêtes se résolvent par altruisme, par bienveillance, par partage. Il faut toujours être gentil avec les gens, en fait, leur ramener ce dont ils ont besoin. Ils nous donnent des composants où je me fourvoie. J'ai l'impression de me fourvoyer, là. Non, je suis en train de me refaire un petit peu toutes les quêtes, voir s'il n'y en a pas une où il faut être méchante. Je crois pas. Je crois pas. En fait, concrètement, toutes les quêtes, c'est globalement aider des gens. Ce qui serait méchant, ce serait pas de les aider, mais au final, tu as toujours le choix de pas les aider ou pas. Donc, on va quand même beaucoup plus vite en les aidant. On va quand même beaucoup plus vite en les aidant, mais il y a des gens qui juste en ont rien à faire des personnages et qui vont juste fouiller partout qui vont prendre tous les objets qui passent. Et normalement, le jeu peut être fait à peu près comme ça, en faisant quasiment aucune autre quête. Il y a des gens qui tentent. Voilà, on a voulu faire en sorte que ce soit possible. Okay. L'économie du jeu était aussi assez compliquée à faire. J'y ai passé des nuits blanches, mais ça paye parce qu'au final, les différents types de gameplay peuvent être faits. Donc c'est un collectathon, comme on dit. Collectathon, comme il était dit. On récolte plein d'objets pour avancer. Je crois qu'il y a une question. Il y a une question dans le public. Une petite question, parce que je voulais réagir à ce qu'on voit dans le jeu. Ce que je trouve hyper marrant, c'est qu'il y a le village d'Estelo, qui pour moi me fait penser à l'Estérel. Il y a les calanques. Et là, on vient de parler d'apéritif. Et il y a même un moment, le perso, il dit « Ouais, top !» Et je me dis « Mais comment on traduit ça dans d'autres langues ?» Qu'est-ce qu'on traduit? Apéritif? Ouais. Ou les calanques, c'est resté les calanques? Les calanques sont restés les calanques. La tapenade est restée la tapenade. Ouais, voilà, ok. Enfin, pour beaucoup... C'est vrai qu'il y a la quête de l'apéro. Il y a la quête de l'apéro. En anglais, on dit « get together ». Mais c'est un mot c'est un truc, c'est pas vraiment pareil au final, mais on aurait pu dire apéro, mais après ça a été à la discrétion des traductrices qui ont bossé dessus. Voilà, pour le coup, c'est un peu bizarre d'écouter des gens dans plein d'autres langues prononcer le mot tapenade. J'avoue que je ne m'attendais pas à l'entendre des Allemands et des Japonais prononcer tapenade en live. C'est un peu space, mais c'est très enrichissant culturellement. C'est absolument génial. C'était très rigolo. Tapenade en japonais, j'ai envie de chercher ça. Il faudrait que je retrouve le streamer qui faisait ça. Comment est venue l'idée de cette quête de l'apéro? C'est la première quête, quasiment une des premières quêtes dans le village.
Alors, comment est venue l'idée? Moi, je voulais une histoire croustillante, mais... En soi, je pense que un des trucs qu'on a fait il y a très longtemps, c'était genre un peu mettre plein de post-it de trucs qu'on voulait mettre dans le jeu. Et l'apéro, c'est quand même... Enfin, si tu fais un jeu sur le sud de la France où il n'y a pas d'apéro, c'est un peu triste. Après, c'est pas interdit non plus, mais c'est resté parce que si elle a été prototypée à un moment tôt et du coup c'est trop tard pour l'enlever aussi. Mais en même temps, elle a été compliquée à mettre en place parce que c'est aussi un moment où on doit impliquer plein de personnages et on est un peu keblo dans le village et il se passe plein de trucs. Et donc c'était pas évident, par exemple. Là, on a récupéré la tome. Voilà, il y a plein de petits trucs à récupérer. Il y a les Renetos, les gens grenouilles qu'on a vu sur le pont, qui ne sont pas intégrés à l'apéro. L'explication in-game pour ça, c'est ils mangent pas de la tapenade, de toute façon, c'est des gens grenouilles. Elles mangent des champignons. La vraie raison de ça, c'est qu'il y avait une possibilité pour qu'on cut les gens grenouilles. Donc, en fait, pendant un moment, on était là à se dire bon, en fait, ce serait bien qu'elles ne soient pas intégrées. C'était enlever tout un morceau de la carte, du coup, parce qu'il y a leur repère. Ah, mais constamment, on a enlevé des morceaux de cartes. Constamment, on a rajouté ou enlevé des morceaux de cartes parce que pour X raisons, c'était infernal. Je le redis, ne faites pas, dans le talk, ne faites pas d'open world, il y a ne faites pas d'open world, pour une raison quoi. C'est trop gros, arrêtez. Non, mais il y avait une possibilité pour que, par exemple, à une époque, il était censé y avoir un village de grenouilles. Au final, il y en a eu que 3 grenouilles qui gardaient les œufs des grenouilles, qu'il fallait que potentiellement elles se réveillent un jour et que voilà. Mais il y avait aussi la possibilité pour qu'en fait les grenouilles ce soit genre juste des marques sur les murs et qu'on voit jamais de grenouilles quoi en fait. Et ou peut-être qu'un jour juste on les mentionne pas du tout parce qu'en fait ce qui était vraiment compliqué, et ça c'est la même chose pour les robots, parce qu'il y a des robots, il y a des machins, il y a plein de trucs à rencontrer. Plein de peuples entre guillemets différents quoi. Il y a plein de personnages rencontrés qui sont sympas, mais le problème c'est que déjà il y en a plein que vous verrez jamais parce qu'ils ont été cuts, mais tous les personnages, il y avait plein de personnages qui devaient être potentiellement cuttables, et en fait ça fait partie du truc de bosser sur un open world et bosser avec une petite équipe, c'est que il faut que on puisse constamment ajuster le scope, parce que c'est ça qui fait les deadlines, c'est ça qui fait que le truc est bien ou pas. C'est chaud. Je crois qu'il faut qu'on change. Oui, c'est ça, changer non, parce Ouais. qu'il n'y a plus de jeu malheureusement. Quoi mais plutôt un temps de questions pour n'importe lesquelles des créatrices qui sont venues, qui peuvent d'ailleurs même peut-être revenir sur Revenez, scène les filles. si ça vous dit. Merci beaucoup pour Merci. ta participation. Elles sont de toutes parts. Mais je vais peut-être vous laisser le micro, et puis si des gens dans le public ont envie de leur poser des questions, c'est ça. n'hésitez pas. On a donc 2 micros qui vont pouvoir passer d'un côté et de l'autre. Tendre le micro. Bonsoir. 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 Ça s'adresse un petit peu pour Caravan Sandwich, mais même peut-être les autres. La durée du développement, qui a pris quand même beaucoup d'années, au final, est-ce que ça reste quand même des jeux rentables? Bientôt, j'espère. Ok. Ça dépend de quoi tu parles. En termes d'argent, peut-être, bientôt. En termes de santé mentale, non. Pas encore. En tout cas, certainement pas encore. Je sais pas. Il y a énormément de facteurs, donc en fait, je peux pas donner de généralité. Ça dépend de beaucoup de jeux. Pour Caravan Sandwich, il y a eu un relatif succès, donc on espère rentabiliser le jeu, et voilà. Après, ça nous a pas permis de fonder une boîte pérenne et de continuer de faire d'autres jeux ensuite. Là pour l'instant, on n'a rien de carton. On serre les fesses et puis voilà quoi. Et le retour de l'éditeur sur le jeu, il en pense quoi? Ah, l'éditeur, c'est ce qu'il pense du jeu? Ils en pensent du bien. Ils sont contents qu'il soit sorti déjà. Ce qui n'était pas donné. Mais
Mais oui, après, de toute manière, on bossait constamment avec l'éditeur. Alors, il y avait toujours eu des hauts et des bas en mode. Comment on appelle ça autant de ce qu'ils considéraient, comment ils considéraient le jeu, que comment est-ce que la relation qui était entre nous. Mais aujourd'hui, ils sont contents de peut-être faire de l'argent avec. Et puis, les gens qui ont bossé dessus sont, je pense, contents et contentes de la collaboration qu'on a eue, en tout cas de ce que ça a donné à la fin, quoi. C'est cool. Merci. On y jouera. Let's go. Du coup, j'avais une question d'ordre un peu plus général pour vous trois. Mais c'est que quand vous voulez faire passer un message avec le jeu, est-ce qu'il y a une partie de vous qui essaye d'anticiper un peu le message que vous pourrez avoir d'une certaine partie d'Internet, ou alors vous vous dites, bon, de toute façon, les Puppy Girls vont adorer, ça part. Les quoi, elles vont adorer, j'ai pas compris. Les Puppy Girls. En gros, est-ce que vous essayez d'anticiper un peu le harcèlement que vous pourriez recevoir ou que le studio pourrait recevoir en fait d'une partie d'internet où vous vous dites non, je commit, je vais faire passer le message, ça partira. Vas-y, je vais répondre, mais commence. T'as des choses Ouais, à dire, toi. c'est toi qui commence. Bah non, mais toi t'as des choses à dire. Toi tu t'es fait assoler, pas moi. En fait, nos deux jeux ont fini sur 4chan, mais il y en a une qui a eu le pass et pas l'autre. Oui, c'est vrai que moi j'ai pas eu le... Bref, on va pas dire ce qui s'est passé sur 4chan, mais alors anticiper, oui. On s'attendait à des trucs, on s'attendait clairement pas à ce qui s'est passé. Globalement, une campagne de harcèlement trop chelou et trop intense pour le jeu que c'est en plus. C'est un peu étrange. Après, non, moi en tout cas, c'est allé très très peu en considération dans ce qu'on faisait, même pas du tout. Il y a eu quelques considérations de la part de l'éditeur, mais on avait la liberté totale du truc. Donc globalement, on faisait ce qu'on veut et puis on croisait les doigts. Et puis de toute façon, il n'y avait aucun moyen d'imaginer que ça allait donner ça. Genre, moi je m'attendais quand même à un peu de haine, mais genre pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est clair. Moi pour le coup, c'est que aussi j'ai une approche différente à avoir des contenus un peu woke dans mes jeux, c'est que du coup. Genre, et c'est très cool que tu le fasses, hein. Genre, mais du coup, tu vas typiquement avoir des drapeaux, ou genre, tu sais, genre être. Comment dire? En fait, les gamers, ils s'énervent beaucoup quand c'est frontalement woke, genre que c'est inesquivable. Là, au Bun Burrows, c'est plus le mood général, la communauté, et genre, globalement, genre, tu sens à travers le jeu l'identité de la personne qui l'a créé, et du coup, genre, ça peut plus passer dans le filet parce qu'ils sentent pas que tu leur as asséné de morale. Du coup, ça limite un peu ce que je peux proposer politiquement avec le jeu, parce que du coup, ça veut dire que je suis pas frontal aussi dans ce que je dis dans le jeu. Mais du coup, ce qui fait que j'ai pu esquiver les balles dans mon cas, parce que finalement, ça reste un jeu bête avec des petits lapins qu'on capture. Et globalement, le consensus de 4chan, c'est de dire oui, bon, c'est un T-word, mais finalement, bon, le jeu il est bien, on va y jouer quand même, et le jeu est pas trop woke. Par contre, du harcèlement, j'en ai pris plus pour mon militantisme politique à côté, du coup, qui est aussi jeu vidéo adjacent. Du coup, moi, pour le coup, je le prends en compte parce que je sais qu'il peut venir dans tout ce que je fais. Donc, typiquement, oui, dès que je lance un stream, dès que j'ai réagi à des droits tard, dès que je vais traiter une polémique jeu vidéo Gamergate, donc d'extrême droite, etc. Je sais que je vais les prendre sur le dos, ça déjà arrivé plusieurs fois. Ça m'arrivera peut-être un jour sur des jeux vidéo où je serai plus frontal, où j'aurai des personnages qui seront plus visiblement divers, etc. Moi, de base, je suis une personne qui militante politique, donc ça fait partie de ma vie, ça, et donc que ce soit aussi par rapport à mes jeux, ça me choque pas et ça me dérange pas, ça fait partie du combat, quoi. Du harcèlement sur Tinykin? Non, pas du tout. Pourtant, il a quand même les cheveux roses, le héros, quand même. On a eu 2-3 réflexions, mais ça n'a jamais été trop loin. Si, il y a eu un truc où on parlait de communisme à un moment dans le jeu, et notre éditeur nous a dit bof, quand même, parce que notre éditeur est américain et c'est un truc qui. Elle a vraiment le Red Scare. Waouh. Voilà. Et du coup, on a quand même fait la quête qui est en rapport avec ça. C'est juste qu'on n'a pas utilisé le mot communisme. C'est tout. Super, le free speech aux États-Unis. La censure, Orwell. J'ai une question à poser à la développeuse de Tinykin. On a vu des jolies séquences en animation pour l'introduction et le passage, je crois, entre le tuto et la première zone. Est-ce que c'est votre studio qui les a faites ou est-ce que vous l'avez sous-traité? Ouais, c'était externalisé à un studio d'animation qui s'appelle l'Effet Spécial. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont bossé dessus.
on est hyper content de ce qu'ils ont fait. D'accord. Dont une personne dans la salle. Du coup, vous, de votre point de vue, parce que forcément, aujourd'hui, les joueurs donnent énormément leur avis, vous, de votre souci, quelles questions on doit vraiment se poser pour que la France puisse s'améliorer du coup dans le monde du jeu vidéo par rapport aux autres pays? Alors, je pense que j'ai une partie de réponse là-dessus. Déjà, il faut savoir que la France n'est pas très compétitive en termes de jeux vidéo parce qu'on a trop de taxes et d'impôts par rapport aux autres pays. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui existent comme le CNC, le crédit d'impôt ou des choses comme ça qui nous permettent d'être financés et qui sont menacés en ce moment d'ailleurs. Et si jamais on n'a plus d'aide pour faire des jeux vidéo, clairement, vous pouvez oublier jeux vidéo à part Ubisoft et Asobo en France. Ça fait partie des raisons de pourquoi on n'est pas compétitif. Et ensuite, il y a une autre chose, c'est qu'en France, on pense d'abord aux travailleurs, contrairement à d'autres pays qui crunchent énormément. Alors déjà, en France, il y en a toujours, mais il y a de plus en plus de respect pour les gens qui travaillent dans l'industrie. Et du coup, on devient moins compétitif, et tant mieux. Ça fait que les gens sont beaucoup mieux traités, ou en tout cas, on lutte pour. Du coup, ça crée des dissonances par rapport aux autres pays. Et en fait, on nous demande la même chose que les autres pays, mais on n'est plus prêt à donner autant que d'autres pays, parce qu'on a envie de préserver sa santé mentale, justement, pour éviter d'avoir tout un tas de burn-out, ce genre de choses. Mais ensuite, je pense qu'en France, on peut être assez fier de beaucoup de jeux qui sont sortis. Il y a encore beaucoup de productions qui marchent extrêmement bien, que ce soit des petites prods ou des grosses productions. Enfin, moi, je suis à Montpellier. Je sais qu'on a énormément de studios hyper talentueux qui naissent, qui meurent parfois, mais qui naissent encore. Donc, je sais pas, c'est pas que négatif. Les studios français, il y a aussi beaucoup de positifs. Et un truc que je rajoute aussi, c'est en pratique, il y a une autre barrière, c'est qu'en fait, il faut réaliser que quand tu vois les succès internationaux de jeux vidéo, à part des breakthroughs indés de jeux qui sortent de nulle part, hein, la plupart du temps, c'est un travail de longue haleine de patrons qui réseautent. Et en pratique, du coup, en tant que dev français, dans ces leurs-là, tu as quand même une barrière énorme de t'es pas dans les petits milieux de Geoff Rayleigh, tu n'as pas facilement accès à toutes les petites soirées mondaines de petites bourgeoisie du jeu vidéo américaine, etc. Et forcément, ça limite un peu les possibles que tu peux atteindre quand tu es dans ce genre de vision-là, avec même de gros studios indés. Et que forcément, en France, oui, tu veux réseauter pour ton jeu. Bon, tu vas peut-être gratter une présence au Games Made in France, à PGW. Tu vas peut-être gratter une présence sur un gros showcase de groupe, parce que c'était sur le bon Slack avec les bons gens pour choper une place dedans. Mais en pratique, c'est quand même l'industrie américaine et japonaise qui donne le là sur les grosses tendances et les gros événements. Et du coup, la France, elle se rattache comme elle peut à ça, juste parce que géographiquement, elle est éloignée de tout ça, quoi. En fait, comme ça reste quand même un relativement petit milieu, t'as pas forcément un accès très facile à tout ça de ce point de vue-là aussi, quoi. Moi, j'ajouterais que je suis pas forcément d'accord avec la prémisse de base que on fait des trucs moins bien que les autres. Ça, on est d'accord. J'ai pas l'impression d'avoir été bridé par le fait qu'on soit en France ou plutôt qu'ailleurs, enfin moi personnellement. Mais après, je me targuerais pas de pouvoir faire une analyse globale de marché, c'est pas mon boulot. Moi, je fais des bons. T'es pas une bonne patronne, non? De quoi? T'es pas une bonne patronne, hein? Sorry, voilà, moi je suis pas américaine, donc je peux pas faire des jeux. Enfin, voilà, ils ont l'hégémonie culturelle sur plein de trucs, même si en ce moment c'est un peu en train de dégringoler. J'ai envie de dire, voilà, les taxes, c'est pas un truc auquel je pensais de toute façon quand j'ai commencé le jeu. Je me suis pas dit ah non, en fait je vais aller au Luxembourg parce que je paierai moins de taxes comme ça, je sais pas quoi. Non, j'ai juste fait un jeu et en fait on est déjà vraiment gâté avec le CNC et le CIJV qui sont voilà, on continue de donner de l'argent aux patrons jusqu'en 2031, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, non? Ça a été 32 que ça a conduit. Voilà, on continuera de donner nos impôts aux patrons de jeux vidéo pendant encore un bon paquet d'années. Et puis aussi, réaliser que même si nous, en tant que petit indé, on va défendre les CNC et compagnie, les subventions, derrière, les groupes qui se gavent dessus, c'est les Ubisoft, Quantitem et compagnie, quoi. Parce que pour le coup, oui, un crédit d'impôt ou une subvention sur une petite prod, c'est cool, et c'est cool que la culture en France marche bien. Après, c'est les énormes groupes qui se gavent sur ces aides-là, quoi.
sans garantir de conditions de travail adéquates, etc. dans les boîtes, quoi. C'est juste sur la question de sur un projet où d'un coup on doit se dire il y a le stress on doit couper les choses. Comment une équipe arrive à gérer le poids moral dessus, vu que je suis sur un sujet de ce genre en ce moment. Alors, du coup, j'ai eu les deux cas, et du coup, les deux cas sont maudits. Alors forcément, tu as le cas typique, le plus dur humainement, c'est le cas où du coup, tu es avec des salariés. Et du coup, c'est simple, hein, la direction elle arrive et elle dit bon, on coupe ça et vous vous démerdez. Et ça, c'est le plus horrible humainement, c'est le plus détruisant, c'est ce qui fait burn-out, c'est ce qui. Voilà quoi. Et du coup, ça, je l'ai vécu. Et le deuxième cas, que j'ai vécu aussi, mais qui est moins dur, parce qu'il redevient plus humain, c'est sur Urban Burrows. On a cut un tiers du jeu, que je compte toujours faire un update un jour. C'est la deuxième update qui doit encore arriver. Et c'était juste, moi j'étais dans mon monde des idées en mode il faudrait mettre telle mécanique, tel niveau, etc. Puis on se disait bon, ce serait quand même cool qu'on sorte le jeu là au bout de 2 ans de prod, comme ça commence à faire. Et puis Pâquerette, l'artiste, qui vient me voir en mode en vrai. Moi je commence à être un peu fatigué, dépression, etc. Plein de trucs perso qui font que Pâquerette a envie de passer un peu de choses, au moins je ship déjà ça. Le fait qu'en fait on n'était pas une boîte avec une hiérarchie, qu'on était juste 3 potes, ça a fait que j'ai privilégié mon pote Pâquerette et de dire ok, j'ai ravalé mon somme de game designers folle et j'étais en mode ok, je vais recouper un tiers du jeu, tant pis, voilà. Puis à la fin le jeu était quand même incroyable et du coup c'est pour ça aussi que je vais encore border mon modèle à moi, c'est que à la fin quand t'as pas les hiérarchies, quand t'as pas les vraies pressions financières, quand t'as pas les vraies pressions temporelles, tu peux faire les vrais arrangements humains qui favorisent les gens, quoi, plutôt que les trucs qui détruisent comme dans les boîtes, quoi. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus, si vous l'avez vécu aussi tout ça. Alors moi j'ai pas le point de vue des équipes puisque c'était nos décisions justement de la direction de kill des choses. En fait pour nous c'est assez simple. On n'aura pas le temps, sinon les gens vont cruncher, on cut. En fait, je pense qu'il faut mettre de mon point de vue, il faut mettre de l'affect dans ces jeux, mais pas trop non plus, tranquille, quoi. Parce que, en fait, vaut mieux préserver la santé des équipes plutôt que de rajouter des choses. Surtout que souvent, les joueurs en ont rien à faire en vrai, parce qu'un truc qui n'existe pas dans le jeu final ne va pas manquer aux joueurs, et ça, faut se le rappeler. Les équipes ont un peu du mal à se dire mais ça aurait été tellement mieux avec ça. Oui, mais en fait, les joueurs ne s'en rendent pas compte. Donc, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de mettre pas mal de warnings en mode au début de prod, de dire s'il y a des trucs qui sont cut, c'est pas grave et tout. Enfin, on essaie de faire en sorte que les gens soient pas trop affectés. On a quand même du cut carrément. Alors, on a cut 2 salles dans Tinykin, plus un DLC qui était presque à son terme. Et je sais que certains membres de l'équipe étaient un peu affectés, mais vu qu'on a repris direct sur quelque chose d'autre qui s'est concrétisé, ça a un peu atténué ce côté-là. Mais je pense que si on s'était arrêté là, il y aurait eu pas mal de frustration et c'est difficile de faire autrement parfois. Mais il faut, encore une fois, mieux préserver la santé mentale et physique des gens plutôt que de rajouter du contenu pour rajouter du contenu. Et j'ajouterais juste que le cut, en fait, dans le doute, faut cut, parce qu'en fait, une fois que c'est cuté, ça fait un peu mal sur le coup, les gens sont un peu déçus des fois, et en fait, juste une semaine plus tard, tout le monde est contente, parce que ça enlève un poids énorme des épaules, et en général, ça passe. Donc à Run Sandwich, on a cut un deltaplane qui était censé être sur le van, et on était censé pouvoir voler avec le van. Donc ça fait rigoler, hein, mais on s'est fait chier avec le level design pendant un moment à se dire est-ce que ça marche pas. Et on a cut un énorme château qui devait être dans la tempête et plein de trucs et je sais pas quoi, mais bref, sorry. C'était censé y avoir la Piuta dans le dans le truc, mais personne ne le saura. DLC voilà. Non. Je pourrais avoir le photo quand même. Je pourrais voir, il y a des concept art et tout. Il y a des concept art. Oh, je veux voir. Attention, ils sont secrets. Non. Non, je peux les lâcher sur Twitter si vous voulez. Oh oui. Bon, Charles même peut le faire. Merci beaucoup. On arrive au terme du temps qu'on a. Merci à vous trois. Merci beaucoup Marion aussi. Merci.